Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Depuis que l'homme est debout sur ses deux pattes, il se demande de quoi sera fait son avenir. Alors, l'astrologie fut et est encore un art qui peut peut-être lui apporter une réponse. Mais l'astrologie est-elle fiable ? Faire son thème astral par un astrologue, est-ce vraiment une source d'enseignement sur soi et sur son avenir ? Lorsqu'on se penche sur l'histoire de notre humanité, eh bien on s'aperçoit que les rois, les reines, les grands décideurs ont toujours eu à leur côté, pas très loin, dans l'ombre, un astrologue. Est-ce un leurre ? Est-ce un mirage ? Ou y a-t-il un fond de vérité dans l'étude des astres ? C'est ce que nous allons voir ce soir avec mes différents invités. Alors pour commencer, tout à l'heure, une scientifique qui a mis l'astrologie à l'épreuve de son étude et des différentes expérimentations. Elle s'appelle Suzel Fusobrecht. Elle est docteure et sciences en biologie. Elle a dirigé un laboratoire à l'université de Paris-Sud-Orsay durant 20 ans et elle est l'auteure de nombreux ouvrages sur l'astrologie qu'elle a soumis à l'épreuve d'un regard scientifique. Son dernier ouvrage a pour titre « L'astrologie et connaissance de soi ». C'est un livre qui est paru aux éditions Agamat. Mon deuxième invité sera Serge Landau, astrologue, amateur éclairé, qui nous fera part de son ressenti et de son expérience dans ce domaine. Enfin, si vous vous êtes fait faire vous-même votre thème astral, votre témoignage évidemment m'intéresse et faites-nous part de votre sentiment. Est-ce que vous avez trouvé cela parlant ? Est-ce que vous avez trouvé ça juste finalement ? Est-ce que ça vous a aidé dans votre cheminement ? Morad est au standard, il attend vos commentaires, vos réactions, vos témoignages bien entendu au 0826 300 300, 0826 300 300. Vous pouvez également venir nous rejoindre par le biais de votre téléphone portable, le SMS. Vous tapez Sud sur votre téléphone portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre question, votre réaction, votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Ça arrive sur l'écran que j'ai juste sous les yeux et je me ferai un plaisir de, évidemment, d'être votre porte-parole et de dire ce que vous avez écrit à l'antenne. Les Aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Une fois n'est pas coutume, mon premier invité est Benoît Cossé, évidemment que vous retrouvez pour parler de sport sur Sud Radio tous les week-ends après-midi. Et alors Benoît, j'ai besoin de tes compétences et de tes connaissances. Oui, je suis astrologue. Ah bon, ça en revanche, je l'ignorais ça. Très bien. Non, sérieusement, parlons de Raymond Domenech, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Et selon ce que j'entends, puisque j'ai mon bureau en face du tien, donc Pascal Lagorce est juste à côté de moi, Christophe Midouget, Jean-Louis Verger, je vous entends discuter entre vous évidemment. Et d'après ce que j'ai entendu, Raymond Domenech utiliserait l'astrologie, c'est ça, c'est un féru d'astrologie ? Vrai. Raymond Domenech, alors il s'en cache pas. J'ai repris d'ailleurs quelques déclarations de Raymond Domenech en préparant. Je me suis dit tiens, alors on va voir un petit peu s'il sait de quoi il parle. Et c'est vrai, il utilise l'astrologie, Raymond Domenech. Alors pas pour vraiment faire la compo des équipes, mais tout d'abord dans le droit de savoir. En 2006, il s'est présenté comme ça à la télé, Raymond Domenech, devant la France, donc sur TF1. Il a dit Raymond Domenech, sélectionneur de l'équipe de France de football, Verseau, ascendant Vierge. Voilà. Donc d'entrée, il se présente comme ça. Voilà. Ouais. Donc déjà, il se présente comme ça. Ouais. Et puis, il dit bien que c'est pas comme ça qu'il fait sa sélection, mais il dit bien qu'en cas d'égalité, en ce qui concerne de joueurs, on va dire de valeur égale, quand il faut faire un choix dans un groupe, parce que le foot étant un sport collectif, eh bien, il fait entrer tous les paramètres qui vont rentrer en ligne de compte pour que son équipe soit compétitive. Et donc, il veut pas qu'il y ait des tensions entre les joueurs. Et là, dans ces cas-là, eh bien, il fait appel à ce qu'il appelle l'astrologie, lui. En tout cas, il fait les thèmes astro lui-même, apparemment. Ah, c'est lui qui les fait, d'accord. Apparemment, des joueurs. Donc, alors ça, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Il y a beaucoup de critiques, d'ailleurs, on verra, mais il y a beaucoup de critiques autour de Raymond Domenech pour dire que il fait une pseudo-astrologie parce qu'il ne commande jamais les planètes, si tu veux. Il reste toujours, il donne juste le signe des joueurs. Alors beaucoup de spécialistes en astrologie disent oui mais il faut nous parler des planètes, enfin c'est un petit peu plus compliqué. Qu'il s'en serve, pourquoi pas, mais il n'a pas l'air d'être un astrologue compétent, c'est ce que tu as l'air de dire. C'est ce que certains disent. Certains, mais alors, on ne sait pas parce que lui il le dit bien qu'il le fait dans son coin. Est-ce qu'il veut vulgariser pour que on va pas y passer des heures, et je crois qu'il n'aime pas trop s'étendre sur le sujet. J'ai l'impression. Il aime pas trop en parler, mais a priori il travaille dans son coin. Donc il dit bien que il sélectionne pas ses joueurs comme ça.
Ça, c'est une certitude. On va quand même rassurer les gens qui nous écoutent. Oui, non, mais la sélection de l'équipe de France. Voilà. Il dit bien que donc il sélectionne pas ses joueurs comme ça. En revanche, en cas d'égalité, de valeur égale, eh bien il fait le thème astral. Et dans ces cas-là, il prend ses décisions. Et alors j'ai relevé que quand il était entraîneur de Lyon, d'ailleurs, il avait dit que alors il n'aime pas les scorpions, ça c'est sûr et certain, et qu'il avait trop de scorpions dans son équipe. Il en avait éjecté pas mal. C'est un combatif qui oblige les autres à réagir. Il peut dynamiser, mais 2 scorpions s'entretuent. Donc il en faut pas plusieurs dans une équipe. J'avais du temps pour préparer le recrutement et j'ai fait des choix qui n'étaient pas sportifs. Je l'avoue, voilà, ça c'est quand il était entraîneur de l'équipe de Lyon. Quand j'ai un lion en défense, mon fusil est toujours prêt. Je sais qu'il va vouloir flamber à un moment ou à un autre. Donc voilà, tu vois, il a quand même des idées bien précises selon les thèmes. Alors j'ai remarqué en 2001 que le cancer était un signe important pour toutes les équipes, parce qu'il avait regardé sur toutes les équipes qui avaient participé donc à l'Euro, et il a vu que le cancer c'était des joueurs importants, les cancers dans les équipes. Alors d'ailleurs, je crois que Franck Ribéry, si je ne m'abuse, je crois qu'il est cancer. Je regardais ça tout à l'heure. Non, il est bélier lui. Mais bon, il a des cancers. Et alors, il faut voir également que la Vierge cherche à servir le groupe tout en recherchant la perfection technique, donc, et ça c'est important, l'aspect technique, tu vois, du footballeur, et le Verseau qui peut faire surgir à tout moment les remises en question de la stratégie. Donc voilà voilà ce que dit Raymond Domenech quand il parle des joueurs. Ce qui veut dire, Benoît, c'est que quand il a 2 joueurs de valeur égale, d'abord il se fixe sur la qualité du joueur, évidemment, bien sûr, sa technique, sa forme du moment, l'entraînement, etc. Il prend pas un joueur de Ligue 2 parce que il a un poisson à ascendant vierge, ça c'est sûr. On est tout à fait d'accord. Mais en dernier recours, ou peut-être pas en dernier recours d'ailleurs, mais parmi ces choix qui vont lui faire dire toi plutôt que tel autre, j'allais dire oui, le signe astrologique ou le thème astrologique pèse dans la balance, vraiment, dans son esprit, c'est comme ça qu'il le conçoit. Alors, il l'a bien dit, d'ailleurs c'était pour la Coupe du Monde, il faut bien voir qu'il y a 2 choses. Quand on est sélectionneur d'une équipe de France, on n'est pas entraîneur de club, donc on n'a pas les joueurs sous la main tout le temps. Clair, donc c'est difficile de bien connaître les joueurs, c'est difficile de bien les apprécier. Il les regarde, il les voit évoluer techniquement, il les voit aux entraînements, mais c'est assez compliqué. Donc il recrute les joueurs tout d'abord quand il y a des matchs, des préparations sur une semaine, il recrute les joueurs, il les regarde jouer, il les regarde évoluer, il juge leur performance sportive, s'il a été bon, pas bon, bien entendu. Et il les regarde vivre au sein du groupe. Et il les regarde vivre ils se comportent. Au sein du groupe. Ça, c'est clair. Mais ensuite, quand tu prépares un événement comme les championnats d'Europe, comme la Coupe du Monde, là, tu rentres dans une autre configuration. C'est-à-dire que tu prends un groupe, alors là, on va prendre par exemple pour l'équipe de France de rugby qui va y aller, un groupe de 30 joueurs, d'une vingtaine de joueurs, tu vois, pour le handball. Tu prends un groupe de joueurs. Mais ce groupe de joueurs va devoir vivre plusieurs mois ensemble. Quasiment 2 mois. Tu vis quasiment 2 mois ensemble. Et là, dans ces cas-là, après avoir fait ses choix, quand il hésite, là, dans ces cas-là, il fait entrer en ligne de compte l'astrologie, parce que ça lui semble très important pour la vie du groupe. Et on sait que c'est vrai, dans une équipe, si ça s'entend mal, s'il y a des tensions dans une équipe, c'est évident. On sait qu'après, sur le terrain, ça a des conséquences. Et dans ces cas-là, donc Raymond Domenech, eh bien, le dit clairement. Et donc, je prends juste la sélection qu'il a faite pour la Coupe du Monde. Tu vas voir, c'est quand même intéressant. Pour la sélection, il n'y avait aucun scorpion. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, il n'aime pas les scorpions. Dans l'équipe de France, il n'y avait aucun scorpion. Il y avait, en revanche, 4 cancers. Il l'a dit, il aime bien les cancers. 3 lions, un seul poisson. Il y avait du Capricorne, du Verseau, du Gémeaux. Quant au lion Cissé, donc lui, il était blessé. Eh bien, le Cissé, il est lion, il se blesse. Il le remplace par Louis Sa, qui est un autre lion. Ah, alors on en avait beaucoup parlé. Ah oui. Et on va ajouter la cerise sur le gâteau parce que Raymond Domenech, il aime toujours surprendre et ça vient de son signe astral aussi d'aimer surprendre. Et Raymond Domenech, donc pour bien surprendre, eh bien il nous avait sorti Franck Ribéry qui est un bélier donc. Et alors on l'a entendu tout à l'heure, mais pour lui il attend beaucoup des béliers. Les béliers, comment il a dit? Ah oui, il est une forte capacité de sortir de ce qu'il avait été décidé pour surprendre. Le bélier est donc pour lui un joueur surprenant. Voilà. Et Franck Ribéry. Et ça a été le rôle de Franck Ribéry. Et il a été surprenant au cours de la Coupe du Monde. Ça c'est franchement étonnant. Et est-ce que dans le monde sportif, ce genre d'attitude, parmi les professionnels, les entraîneurs, je parle pas des journalistes, ça a été perçu comment? Il a eu très mal. Essuyé beaucoup de critiques. Ah oui. Très mal. Non, faut le dire. L'astrologie est pas prise au sérieux du tout dans le monde du sport. On aime bien être assez cartésien, c'est-à-dire l'entraînement compte avant tout. Si tu veux, c'est ça. Ce qui est normal en même temps.
Et ce qui est normal. Donc quand tu commences à déraper un petit peu, Raymond Domenech a été repris d'ailleurs plusieurs fois, donc on lui demande, je pense aussi, de ne pas trop en parler, de pas trop s'étendre sur le sujet. Mais ça a été très mal vu. Même dans le monde du foot, on se moque de Raymond Domenech par rapport à ses choix. Et quand il ponce sa liste et qu'on n'est pas content par rapport à la liste de Raymond Domenech, tu entendras d'ailleurs certains sélectionneurs qui ont toujours le bon mot pour dire que sûrement ça dépendait des lunes à ce moment-là où le sélectionneur était mal luné. C'est clair que c'est très mal vu et c'est une des exceptions. On parle aussi de rapports qu'il aurait eu avec des astrologues célèbres qu'il irait consulter de temps en temps. On peut nommer Elisabeth Tessier par exemple. C'est possible. Ça, j'ai aucune preuve. C'est des rumeurs, c'est des bruits qui courent. Ça, je sais pas du tout. J'ai vu aucune preuve pouvant dire que Raymond Domenech. Mais il y a vraisemblablement d'autres sélectionneurs, mais qui ne veulent pas en parler, qui auraient recours à l'astrologie. Ça, c'est sûr aussi. Quand il prépare, par exemple, Bernard Laporte pour préparer la Coupe du Monde de rugby, il est bien possible, mais ça se fera vraiment en cachette, en catimini, mais qu'en cas d'hésitation entre deux joueurs, lui aussi fasse appel un peu à l'astrologie pour voir... Pour la vie du groupe, tout simplement, parce que les thèmes, visiblement, sont importants. Alors je voudrais terminer juste parce qu'il y a Raymond Domenech, il a pas vu venir quelque chose et il aurait presque pu le voir venir, c'est ce que nous disent les astrologues. C'est le coup de boule de Zidane pendant la Coupe du Monde. Alors Zidane, bon, en effet, dans son signe, alors le signe de Zidane est assez compliqué et Raymond Domenech l'explique lui-même, donc il y a du talent technique en tout cas, mais il y avait une opposition, alors là je lis, mais une opposition entre Mars, Neptune en Lion Verseau, transit au double carré de sa lune natale en Scorpion, elle-même transitée par Jupiter en conjonction ce soir-là, le soir de la Coupe du Monde, et qui pouvait laisser prévoir un pétage de plomb de Zizou. Voilà, c'est incroyable, mais ça a été étudié donc par l'astrologie parce que c'est vrai que il y a plein de gens et le coup de boule de Zidane s'explique de manière astrologique quasiment. Il était dans des conditions favorables à un pétage de plomb, de toute façon. D'un autre côté, cela dit, il ne pouvait pas ne pas titulariser Zidane. Et puis d'un autre côté, jouer une finale de Coupe du Monde, son dernier match était aussi favorable à péter les plombs. Oui. Intellectuellement, c'est vrai que moralement, ça a été assez lourd pour lui à porter. Et alors, juste une dernière chose, dans la sélection de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, il n'y avait pas de Scorpion. Il l'avait bien déclaré, Raymond Domenech, il n'aimait pas. Il aime pas. Alors il a tout le temps combattu partout où il est passé. Il a tout le temps combattu les Scorpions. Voilà, et parce que le Scorpion. T'es un grand joueur, t'es du signe Scorpion. Domenech arrive, c'est mort. Voilà. Alors rappelons quand même que si Robert Pires et Ludovic Giuli ne sont pas sélectionnés, ça n'a rien à voir avec leur thème astro. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Oui. Rien à voir avec leur thème astro. Il s'agit d'autre chose. Peut-être pas aussi de raisons footballistiques entièrement, mais ça n'a rien à voir avec leur thème astro. En revanche, le Scorpion, alors il le dit, trop combatif pour lui et il est capable de dynamiter un groupe à n'importe quel moment. Trop instable visiblement le Scorpion, donc et il a toujours eu peur, ou alors il en prendra un. S'il doit en prendre un, mais ça sera un seul Scorpion. Mais jamais tu verras deux Scorpions dans une équipe de Raymond Domenech. Bon, à moins que ça soit deux joueurs comme Zidane par exemple, et dans ces cas-là t'es pas le choix. Mais tu vois, ça pourrait faire de fortes têtes aussi qui créent des tensions. Donc c'est utilisé dans le sport en tout cas, ça il faut le dire, c'est utilisé dans le sport, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ça reste quand même un sujet un petit peu tabou qui dérange. Merci beaucoup Benoît Cosset d'être resté quelques minutes pour nous expliquer tout ça. Merci Benoît. Alors, nous allons continuer à découvrir évidemment l'astrologie, cette fois-ci à travers une scientifique qui va venir nous rejoindre, dont je vous ai parlé. Une scientifique qui s'appelle Suzel Fusobrecht, qui a passé au crible l'astrologie à travers les cribles, les filtres scientifiques. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Mon invité, Suzel Fusobrecht, est en ma compagnie, en direct depuis notre sud, le sud de la France, du côté de Nice, à Vence. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous présente rapidement, comme je l'ai fait lors de la présentation de cette émission. Vous êtes docteur en sciences, en biologie. Vous avez dirigé un laboratoire à l'université Paris-Sud-Orsay durant une vingtaine d'années. Vous présidez aux destinées d'un groupe que vous avez créé qui s'appelle le RAMS, donc la recherche concernant l'astrologie avec des méthodes scientifiques. Voilà. C'est un groupe que vous avez créé vous-même. Et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages
ouvrage sur l'astrologie que vous avez soumis à l'épreuve d'un regard scientifique, et votre livre le plus récent s'intitule Astrologie et connaissance de soi aux éditions Agamat. J'aurai l'occasion de le reciter plusieurs fois lors de notre entretien. Suzel Fuseau-Brecht, la première question quand on voit votre parcours scientifique, je dirais classique entre guillemets, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser un jour à l'astrologie? Ah, ça c'est une question très intéressante. Vous savez, j'étais comme 90% de mes collègues complètement sceptique, pensant que c'était une superstition archaïque, enfin tout le mal qu'on peut imaginer. Oui. Voilà. Et puis, comme j'ai par définition l'esprit ouvert, comme on dit dans une expression anglaise, tout m'intéresse et tout m'intrigue. Ça c'est aussi des ancêtres tels que Montesquieu qui disait. Oui. C'est mon enseigne. Tout m'intrigue, tout m'intéresse. Bon, c'est comme ça et c'est pourquoi je suis profondément scientifique et profondément rationaliste. Mais un jour, j'ai vu l'astrologie arriver sur des ordinateurs. Alors, j'étais d'ailleurs en mission à Londres. C'était le premier ordinateur astrologique. En quelques mots, c'est intéressant comme expérience. Je pensais que le flair des astrologues permettait aux clients de les définir, parce que j'avais vu des gens qui disaient c'est magnifique ce que mon astrologue m'a dit sur moi, c'est exactement moi, etc., etc. Je disais bah oui, évidemment, il a du flair, c'est il a un de la psychologue, psychologie, comme on voilà. dit. Oui, tout à fait. Et bien sûr, je n'y croyais pas du tout du point de vue astral et du point de vue scientifique. Alors, quand j'ai vu le premier ordinateur astrologique rue d'Oxford à Londres, lors d'une mission à l'université, eh bien, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser en mettant quelques pièces dans la machine et en mettant les dates de naissance avec les heures précises. J'ai demandé de moi-même, mon mari, mes enfants, mes parents, vous voyez, 7 ou 8 personnes. Et je me suis dit, je vais avoir un texte bidon, complètement anodin, sans intérêt, et tout ça fait semblable d'une personne à l'autre. Et ma surprise a été immense, vraiment, ça a été un choc, quand j'ai vu que les différents textes étaient, premièrement, complètement différents l'un de l'autre, deuxièmement, qu'il y avait certaines phrases qui ne pouvaient pas se transposer de l'un à l'autre et qui correspondaient aux personnalités que nous étions, dans la famille. Oui. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à chercher. Alors là, j'ai mis sur ma poche, le colloque recommençait, je vite filé à l'université, et puis le lendemain, j'ai pris l'avion. Et dans l'avion, j'ai déplié tout ça. Je l'ai relu en mélangeant les dates de naissance. Vous voyez, impossible, je retrouvais les personnalités de chacun de nous. Il y avait une vraie pertinence dans l'analyse, quoi. Il y avait vraiment, tout n'était pas parfait, Bien sûr. mais il y avait une impossibilité de changer les textes d'une personne pour l'autre. D'accord. C'était très net. Alors ça a été un choc pour moi. Et quand il y avait 1 heure d'avion, quand je suis arrivé à Orly à l'époque, c'est il y a 30 ans, il y avait un peu plus de 30 ans, eh bien je me suis dit, tu es intéressé à tout, il y a quelque chose à voir là-dedans, il y a quelque chose qui ressort, ça n'est pas que du bluff, ça n'est pas que du flair de l'astrologue, tu vas étudier ce que c'est que l'astrologie, car je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors, je me suis efforcé pendant quelques années, mais vous savez, à pas d'escargot, parce que j'avais tout mon laboratoire avec beaucoup de thésards, beaucoup d'élèves à diriger, plus des enfants jeunes à la maison, etc. Vous voyez le tableau. Eh bien, je me suis dit, je vais faire l'effort d'aller à des cours du soir pour apprendre l'astrologie avec des astrologues parisiens et à des colloques, et puis j'ai acheté des bouquins, et en une dizaine d'années, j'ai été capable de faire le premier que sais-je de l'édition du très célèbre des PUF, des presses universitaires de France. J'ai réalisé le que sais-je, l'astrologie, parce que j'en savais suffisamment pour l'expliquer d'une façon objective. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui marchaient et d'autres qui ne marchaient pas, entre guillemets. Voilà. Alors, j'ai évidemment, là, j'avais encore des charges très importantes et j'ai attendu évidemment à la fin de ma carrière. Les dernières années, le que sais-je est sorti un peu avant, j'avais encore mes fonctions à l'université. Bien entendu, ça fait beaucoup jaser parmi mes collègues. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que c'est l'astrologie? Bon, j'avais évidemment pas donné d'opinion définitive. J'avais ouvert le dossier astrologie comme personne ne l'avait ouvert auparavant d'une façon objective.
scientifique et calme, vous voyez, sans a priori, eh bien, bon, ça fait jaser. Ça fait jaser et ça a déclenché même une conférence au campus d'Orsay où j'ai eu la révélation de collègues qui étaient furieux et qui me sont rentrés dedans, comme on dit vulgairement, et puis d'autres collègues qui ont été sympathiques, qui m'ont dit mais oui, ça nous intéresse, on a déjà pensé qu'il y avait peut-être quelque chose, on voudrait savoir, etc. Alors tout ça m'a évidemment embrayé dès que j'étais un peu plus libre, et puis ensuite ma retraite est arrivée, j'ai pu créer ce groupe de recherche en astrologie dont vous venez de parler. Vous voyez, ce périple très curieux, j'avoue que, évidemment, il a fallu que je fasse un gros effort pour apprendre l'astrologie, parce que il fallait avant tout apprendre, et en quelques années, disons en 10 ans, j'ai été capable de monter un thème moi-même, ce qu'on appelle un thème, c'est la carte du ciel de naissance, vous voyez, de le monter moi-même et de l'analyser, et puis de voir là, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire il y a 20 ans, ce qui marche, entre guillemets, et puis ce qui ne marche pas. Mais Suzel Fuseau-Brèche, avant de parler de l'histoire de l'astrologie, parce que vous revenez au début de votre livre sur un rapide historique de cet art ou de cette science, vous allez nous dire dans quelle catégorie vous préférez le classer, mais revenons au départ. Vous n'avez pas été rebuté, puisque vous avez été confronté à ça évidemment, par le fait que l'astrologie est décriée par le monde scientifique classique, en règle générale. Ça ne vous a pas rebuté ça au départ. Au contraire, vous, c'était la curiosité qui vous a amené. Ah oui, c'est pas au contraire. Je n'ai pas d'a priori, au contraire. Quelque chose apparaît. Il faut voir. Vous savez, il ne faut pas oublier que les Grecs de l'Antiquité, bien sûr, avaient mis au centre de leur vue le soleil. Ils avaient centré, ils avaient été, disons, les découvreurs de l'héliocentrisme. Ça a disparu pour de multiples raisons historiques, et il a fallu attendre exactement 17 siècles pour que l'héliocentrisme soit repris avec le fameux trio, vous savez, Kepler, Copernic et Galilée. 17 siècles, c'est énorme. Alors, je pense qu'il en est de même pour l'astrologie. Nous sommes maintenant à l'époque qui correspond pour l'astronomie à l'époque de Kepler, Copernic et Galilée. Oui, alors... Ben voilà. Je m'excuse, je ne me confonds pas avec ces nobles personnages, bien sûr. Mais enfin, nous sommes dans cette situation. Mais à votre avis, qu'est-ce qui explique que l'astrologie est au banc de l'étude scientifique, même si vous, avec vos moyens, vous essayez de faire quelque chose, mais force est de constater que, en ce qui concerne la grande majorité des scientifiques, ils ne veulent même pas se pencher sur l'étude concernant l'astrologie. Eh bien oui, hélas. Vous savez, je cite dans un de mes livres... un peu plus ancien que celui dont vous avez parlé. J'ai bien connu, j'ai fait mes études au quartier latin en compagnie d'un futur prix Nobel. Bon, pour ne pas le nommer, c'est Georges Charpak. Georges Charpak que j'ai revu, et bon, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi votre avis sur l'astrologie, définitivement, où en dites-vous? Il m'a répondu, l'astrologie est un conte de fées qui ne mérite pas d'être étudié. Alors, quand un prix Nobel se permet de dire ne mérite pas d'être étudié, je suis outré. Je vous l'avoue que ça me choque énormément. Tout mérite d'être étudié. Il faut étudier scientifiquement d'abord et ensuite juger. Voilà, c'est ma position. Donc, les choses ne sont pas prêtes de bouger tant que, là vous avez cité Georges Charpak, qui est... un des prix Nobel dont l'opinion est très écoutée dans le monde scientifique français. Oui, parce qu'il a sorti des livres pas mal avec des choses intéressantes sur le paranormal. Enfin, il y a différentes choses intéressantes. Il y a beaucoup de choses à dire, vous savez, sur les choses inconnues. Bien sûr. Énormément. Et les physiciens, je vous en parlerai tout à l'heure si vous le permettez, les physiciens sont lancés actuellement dans des théories absolument indémontrables, mais plausibles. On ne les critique pas. Oui. Alors, ils sont encore plus indémontrables que l'astrologie. C'est vrai. Je vous en parlerai tout à l'heure si vous le voulez. Oui, avec plaisir. Suzel Fuseau-Brèche, je vais y arriver. Vous restez avec nous, une pause, et on se retrouve dans quelques instants pour parler rapidement l'histoire de l'astrologie et ce qu'elle a vécu dès l'avènement de la science moderne. Et ensuite, nous parlerons de comment justement fonctionne l'astrologie, sur quel principe. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange.
avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Suzel Fusobrecht est mon invitée ce soir sur Sud Radio. Elle est l'auteur de nombreux livres sur l'astrologie vue par le regard d'un scientifique. Je vous le recommande parce que c'est vraiment pour débuter, je dirais, quelque chose d'essentiel. Aux Presses Universités de France, la célèbre collection Que sais-je, ça s'intitule L'astrologie. Suzel Fusobrecht, vous l'avez écrit, c'est en 95, donc ça date, mais c'est toujours disponible. Et également, non, oui. Excusez-moi, je vous interromps. Il n'est plus disponible. Ça n'est plus disponible. Il y a eu 3 éditions qui se sont très bien vendues, bien entendu. Oui. Mais ça vient d'être remplacé. Vous savez que les PUF ont de gros problèmes financiers. D'accord. Et ça vient d'être remplacé après une offensive des sceptiques virulents. Je dirais. Ouais. Malheureusement, il y en a. Ça vient d'être remplacé par un livre réalisé et écrit par 2 astrophysiciens qui ne méritent pas le titre astrologie, mais qui mériteraient le titre L'astrologie n'est pas une science. Car la première page et la dernière page comportent cette phrase, l'astrologie n'est pas une science. Donc, ils ne connaissent rien à l'astrologie, il n'y a même pas d'illustration, il n'y a pas d'historique, enfin, c'est extrêmement mauvais. D'accord. Donc, attention, mais le vôtre, on doit pouvoir mon livre à moi a duré 3 éditions, mais est épuisé. Oui, on doit pouvoir le retrouver sur Internet, j'imagine. Oui, il doit y avoir des bouquinistes. En médiathèque, enfin, on le oui, trouve tout à fait. Un peu partout. Tout à fait. Et donc, il y a l'édition, la première édition était de 89, il y a eu une réédition en 95, et après, je ne sais plus. Ouais. En tout cas, votre dernier livre s'intitule Astrologie et connaissance de soi aux éditions Agamat. Alors, l'astrologie, quand même, pour revenir un petit peu aux bases fondamentales, a toujours accompagné l'humanité, les grands décideurs, et l'accompagne même encore maintenant, puisqu'on en entend parler, depuis que l'homme est sur ses 2 pattes arrière, finalement. Et oui, absolument. Vous savez, je pense que l'astrologie a ses racines. Je le dis dans mon livre d'ailleurs, mais je voudrais bien le dire aujourd'hui. L'homme, il y a plus de 30 000 ans, notre espèce, notre homo sapiens, il y a plus de 30 000 ans, les archéologues ont trouvé des vestiges de marques sur des os de mammouth ou sur des silex, etc., de marques comportant des traits au nombre de 28 ou de 29. Pourquoi ? Parce que ces gens-là qui commençaient bientôt l'agriculture avaient repéré la chose la plus frappante, évidemment, ce sont les cycles lunaires qui durent 28 à 29 jours. Et il y en a 12. Alors ils avaient, après, l'étape supplémentaire est passée assez vite, en 3 ou 4 000 ans, est passée au nombre, comptant ces cycles, en s'apercevant que le printemps, ou les neiges, ou les glaces revenaient au bout de entre 12 et 13 cycles. Alors ils ont adopté, au bout de quelques milliers d'années, c'est-à-dire à l'époque tout à fait du début de la civilisation mésopotamienne. Vous savez, la Mésopotamie, c'est l'ancien Irak. Oui, l'Irak, oui. La grande plaine fertile du Tigre et de l'Euphrate. C'est là qu'évidemment, il y avait les premiers astrologues et les premiers astronomes. C'est un des berceaux de la science, un des berceaux, il ne faut pas oublier celui de la Chine et de l'Inde. Enfin, on l'oublie souvent. Mais là, c'est quand même un des berceaux de la civilisation mondiale. Alors, ce chiffre 12, des 12 lunaisons, a suivi le comptage des jours des lunes. Et puis tout a démarré avec ça. Après, les gens ont commencé en Mésopotamie, parce que le ciel est clair, c'est à 30 degrés de latitude, vous savez, Babylone, c'est-à-dire l'actuel Bagdad, enfin à côté de l'actuel Bagdad, 30 degrés de latitude, donc le ciel est souvent dégagé. Une des inventions de l'écriture, il y en a plusieurs, faut pas l'oublier, là aussi, mais une des inventions d'écriture, la cunéiforme, il y a des centaines et des centaines de tablettes qui sont dans les musées, beaucoup à Londres d'ailleurs, mais il y en a un petit peu partout. Eh bien, ces tablettes, on trouve des tablettes d'observation quotidienne du ciel toutes les nuits, avec le repérage des planètes qu'ils appelaient d'ailleurs des bibous. Pourquoi les bibous ? Parce que ça voulait dire mouton errant. Ils s'apercevaient que tout tournait d'une façon uniforme, sauf quelques étoiles bien visibles qui tournaient d'une façon non uniforme. Et bien ces planètes, c'était la découverte de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne. C'était les 5 planètes découvertes il y a donc entre 2005 et 2600 ans. Vous voyez, c'est merveilleux de voir à cette époque, l'esprit d'observation de ces gens. Je trouve ça merveilleux.
L'astrologie en tant que telle, en tant que science ou art qui peut permettre l'amélioration de soi ou de voir les périodes différentes qu'un être humain ou qu'un animal, on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs parce que vous avez fait une expérience sur des chiens qui est passionnante, est née en tant que telle quand ? On a une idée des premiers thèmes astro, des premiers astrologues vraiment. Oui, les premières cartes du ciel justement dans cette écriture-là sont de quelques siècles avant notre ère. C'est donc assez tardif parce qu'évidemment la rationalisation complète de ces 12 périodes que je viens de vous décrire, les 12 lunaisons en quelque sorte, qui bouclaient en gros les saisons de toute l'année, eh bien ça a donné les 12 signes du zodiaque. Et ça a été la création du zodiaque. Et ces 12 signes du zodiaque ont été fondamentaux comme trouvailles, évidemment. Bon, les noms ont changé beaucoup, suivant les pays, etc. Mais nous conservons toujours cette division en 12. Et aujourd'hui, pour un astronome, même très compétent, même très sceptique, eh bien, le zodiaque, c'est tout simplement valable, toujours, absolument toujours, comme façon de positionner la Terre autour du Soleil dans son orbite. Nous avons toujours la 12 divisions qui permet d'avoir les 4 saisons de 3 mois. Le monde entier, pour le monde entier, hémisphère sud ou hémisphère nord. Et alors, l'astrologie a connu une période très difficile dès l'avènement du XVIIe, XVIIIe siècle avec la naissance de la science dite moderne finalement. Enfin, difficile, disons qu'elle a été médiocre. Elle a été médiocre, elle ne pouvait pas faire face parce qu'elle n'avait pas les instruments d'investigation que moi je prétends avoir aujourd'hui et que nous avons tous. Avec l'informatique, évidemment, on peut faire des choses absolument merveilleuses aujourd'hui que ces pauvres gens n'avaient pas. Alors, ils n'ont pas su se défendre, ils n'avaient pas les moyens de se défendre et surtout, ils ont fait énormément d'erreurs qu'ils ont accumulées, le XVIIIe siècle avec évidemment le siècle des Lumières, Diderot dans son encyclopédie, etc., avait partie facile pour évidemment contrer l'astrologie, car l'astrologie s'était mêlée beaucoup d'autres choses et était tombée et tombe encore malheureusement aujourd'hui, et ça je pourrais vous en dire quelques mots si vous le désirez, tombe encore aujourd'hui dans l'ésotérisme. Et vous savez, on mélange la voyance, les tarots, un petit peu tout ce qu'on veut, alors que ça n'a rien à voir et c'est complètement différent. La voyance et les tarots, je n'y connais rien, mais je sais que personne n'a travaillé scientifiquement dessus. Tandis que l'astrologie, eh bien, écoutez, plus j'y travaille, plus je m'aperçois qu'il y a une base scientifique et il me suffirait de quelques centaines de milliers de dollars pour monter un institut de recherche mondial, vous savez, on a tous les éléments maintenant, de recherche astrologique par des méthodes scientifiques, et je suis persuadé qu'en une dizaine d'années, en collaborant avec des astronomes, des astrologues bien formés, bien entendu, scientifiques, et des personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle les cognisciences, vous savez, la façon dont le cerveau fonctionne, car là, il y a un déclencheur, évidemment. Travaillant également avec des biologistes, puisque notre personnalité est dirigée à la fois par une petite glande qui est au centre de notre cerveau, qui est un chef d'orchestre, si je peux dire, de toutes les hormones de notre corps, et notre personnalité est issue de cet ensemble. Donc, il y a quelque chose qui est en rapport avec la position de la Terre autour du Soleil et la position des planètes principales, les plus proches, les plus actives autour du Soleil sur nous. Vous savez, je vous parlerai de magnétisme de neutrinos, Jupiter, par exemple, nous recevons constamment, on s'en aperçoit pas bien sûr, nous recevons constamment des ondes électromagnétiques de Jupiter, constamment. C'est ultra connu, il y a une station en France, une station astronomique en France qui travaille là-dessus. Alors, il suffit de réunir tous ces gens-là, d'avoir quelques millions de dollars, et je vous assure d'accord, je suis un peu optimiste de tempérament, d'accord. Mais quand même, en 10 ou 15 ans, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on doit pouvoir décrocher le gros lot et savoir, comme on dit, comment ça marche. Oui. Alors justement, comment fonctionne l'astrologie? Quels sont ses principes de base pour monter un thème astral? Quel est le principe de base de l'astrologie? Alors ça, c'est très simple. Parlons évidemment du thème de naissance qui détermine, c'est là-dessus que j'ai d'ailleurs le plus travaillé,
mon livre que vous avez cité le dit, Astrologie et connaissance de soi, eh bien, vous savez, il suffit de prendre l'état du ciel au moment exact de la naissance. Mhm. Alors, c'est le ciel réel, le ciel astronomique. Il y a des planètes qui se lèvent, il y a d'autres qui culminent, il y en a d'autres qui se couchent, il y en a qui sont invisibles sous la Terre, y compris, je parle bien sûr également du Soleil et de la Lune. Alors, il est très facile avec un logiciel, moi je fais ça en 30 secondes. Maintenant, il y a 30 ans, quand j'ai commencé, je le faisais à la main avec les éphémérides de la NASA, eh bien je mettais à peu près 3/4 d'heure. Bon, aujourd'hui, on fait ça en 30 secondes. Alors, vous avez un ciel réel, astronomique, qui, avec les expériences que nous réalisons maintenant, qu'on est capable de réaliser, permet une interprétation scientifique des choses. Et là, vous avez évoqué tout à l'heure les animaux. Bon, je vous parlerai très volontiers tout à l'heure, quand vous le désirez, des chiens, parce que j'ai voulu sortir de l'humain pour montrer que ça n'était pas, vous savez, un des grands arguments, malheureusement, des sceptiques un petit peu virulents, c'est oui, d'accord, cet enfant est comme ça, sérieux, ralenti, ou bien effervescent, ou bien dominant, etc. Mais c'est parce que sa mère avait vu son thème et elle l'a élevé comme ça. Eh bien, vous savez, je doute qu'un animal connaisse l'astrologie et connaisse le thème de son petit chien ou de son petit veau. Oui. Voilà. Alors, dites-moi, Suzel Fuseau-Brèche, quels sont, là vous nous avez expliqué les principes de base pour l'astrologie. Question suivante, quelles sont les réponses ou les connaissances que peut apporter un thème astral concernant une personne ou la vie d'une personne? Concrètement, vous voulez dire? Oui, tout à fait, oui. Concrètement, écoutez, je pense très précieuse dans 2 volets. Il ne faut pas mélanger les 2 volets, car beaucoup d'astrologues les mélangent. La première chose, c'est de mieux se connaître. Car malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de moyens de nous connaître, sauf avec une longue expérience de la vie où on finit par interaction avec les autres, on finit par se connaître en réfléchissant plus ou moins. Eh bien, lorsque vous avez une bonne analyse très simple, car j'ai élagué tellement de choses que ce qui reste est extrêmement simple à la portée de tout le monde. Et dans mon livre, il y a à la fin un petit papier qu'on peut envoyer à l'éditeur qui renvoie par courrier gratuitement le ciel de naissance de la personne qu'il désire. Et avec le livre, elle peut analyser son thème d'une façon très facile en prenant un papier, un crayon et la réponse de l'éditeur. Oui. Entre parenthèses. Hein. Oui, il y a un petit coupon à découper sur la dernière page du livre. Mal placé d'ailleurs sur la fin, dernière page, l'éditeur l'a mal placé. Mais enfin, ça marche. Hein. Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes l'envoient. Oui. Vous recevez votre thème personnel, c'est l'état du ciel au moment de votre naissance. Oui. Et donc, grâce à ça, on peut apprendre à découvrir ses forces, ses faiblesses. Alors, on découvre non seulement ses forces et ses faiblesses, mais aussi ses potentialités. Parce que beaucoup de personnes, vous savez ça, les collègues psychologues me le disent, et me l'ont répété X fois, beaucoup de personnes n'exploitent pas leurs potentialités, ou bien les exploitent mal. Et j'ai fait l'analyse justement de criminels, le tueur de Nanterre par exemple. C'est quelqu'un qui avait des potentialités très positives mais qui ne les a pas exploitées parce que évidemment il n'a pas été orienté comme il l'aurait fallu et comme il aurait pu l'être si un astrologue scientifique l'avait aidé et dans un contexte évidemment de son environnement familial qui était évidemment un problème. Voilà. Alors le deuxième volet, je vous réponds à la suite de votre question. Le deuxième volet, c'est de voir les étapes de la vie. Alors vous savez, si vous allez voir un astrologue qui vous prendra quelque chose comme 100 ou 200 euros pour sa consultation, vous lui dites je me suis foulé la cheville hier, il vous trouvera toujours quelque chose avec la lune, avec quelque chose. Il y a toujours quelque chose, forcément, à trouver. Mais ça marche pas. C'est pas sérieux. C'est pas scientifique. Ça marche pas. Par contre, ce que j'ai bien vérifié, moi, et pour le moment, nous sommes encore en travaux, hein, nous avançons beaucoup dans le groupe, eh bien, c'est qu'il y a de grandes étapes de vie auxquelles nous sommes soumis, comme, si vous voulez, l'image des marées qui montent au bord du rivage. Et qui redescendent. Alors, quand on peut fixer l'origine, le départ de la marée, et ensuite sa régression, on arrive à donner dans le temps une période
qui peut être, j'insiste beaucoup là-dessus auprès de vous et auprès de nos auditeurs, c'est que cette période de marée peut toujours être exploitée positivement ou négativement, si on la subit, et positivement si on l'oriente, si on la gère. Oui. Voilà, en gros, un petit peu ma vue des choses. Mais alors donc, vous nous dites, je reprends la métaphore de la marée. Oui. Avec un thème astral, on peut dire à une personne, voilà, dans telle période de votre vie, il va y avoir une marée qui va se déclencher et qui va se terminer à peu près à telle période. Voilà. Bon, est-ce que cela veut dire, et là ça pose quand même une question essentielle, est-ce que ça veut dire que l'avenir de chacun est écrit ? Non, parce que vous allez faire ce que vous voulez de la marée. Ouais. Vous allez la subir d'une façon stupide sans en avoir conscience, ou bien vous allez l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est que le destin? C'est quelque chose qu'on admet sans pouvoir le diriger. Qu'est-ce que c'est qu'une vie orientée de façon intelligente et scientifique? C'est une vie que l'on réfléchit, que l'on gère. Le mot gestion, moi j'aime beaucoup ce mot gestion. Il faut gérer sa vie, comment on gère son budget, comment on gère sa balade dans la nature, ses vacances, etc. Ou l'achat de son manteau, etc. Ou de ses bottes, c'est genre la mode. Bon, vous voyez, alors vous pouvez utiliser ces marées. Et tout l'art justement de ce que nous arrivons à découvrir, c'est de permettre aux personnes de savoir à quel moment elles vont avoir à gérer quelque chose qui va être fort, qu'elles pourront ressentir elles vont peut-être ressentir fortement, mais ça n'est jamais, contrairement à ce que disent beaucoup d'astrologues, parce que des astrologues vous disent « Ah, Pluton, c'est la mort, etc. » C'est faux, c'est faux. Nous n'avons jamais trouvé de vérification de ces choses négatives. Il y a toujours l'utilisation ouverte. C'est-à-dire vous pouvez faire du positif ou du négatif. Ou ne rien faire, c'est-à-dire vous risquez, vous prenez des risques. Oui, et soyons clairs une bonne fois pour toutes, un astrologue ou l'astrologie ne peut pas permettre de donner des détails précis sur l'avenir de la personne qui vient consulter. C'est-à-dire, vous allez déménager, acheter une voiture jaune ou des choses comme ça. Là, on est d'accord. Écoutez, là, moi, nous n'avons retrouvé ça nulle part. Jusqu'à présent, dans l'état de nos recherches. Oui. Je vous dis, les recherches ont encore beaucoup à faire. Nous avons des décades de recherches à faire. Mais moi, jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé la possibilité de dire de telles choses. En général, je vous ferai remarquer que, bien souvent, c'est a posteriori que les astrologues écrivent dans les journaux. Quant aux horoscopes de journaux, je les considère que c'est une pure blague, parce qu'il est impossible de diviser la population de milliards d'individus du globe en 12, soit 12 ou 30, soit 36. 36, c'est déjà un petit peu mieux. Mais 12 groupes, vous imaginez, qui ont le même... vous allez, attention, vous êtes en danger, etc. Non, ça, c'est de la fumisterie, on est d'accord. Oui. Ça, on est tout à fait d'accord. Suzelle Fusobrecht, une pause et ensuite, on se retrouve pour continuer à découvrir avec vous le travail que vous faites, c'est-à-dire soumettre l'astrologie au regard de la science. On parlera de... il y a également des choses, des questions que les gens se posent, comme par exemple, est-ce qu'il existe de mauvais ou de bons signes? Vous y avez répondu un petit peu tout à l'heure. Et on va parler également de cette étude que vous avez faite sur des chiens, des études astrologiques. Et là, c'est vraiment tout à fait intéressant. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité, Suzelle Fusobrecht, scientifique qui s'intéresse depuis de nombreuses années à l'astrologie. Son dernier livre que je vous recommande, c'est celui qui m'a servi à construire cette émission, s'intitule Astrologie et connaissance de soi aux éditions Agamat. Suzelle Fusobrecht, dans ce livre, on va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais vous poser une petite question qui est une idée reçue peut-être, vous allez nous le dire. Nous allons parler d'une étude que vous avez faite sur des chiens en collaboration avec des éleveurs professionnels. Cette étude a donné des résultats tout à fait intéressants et étonnants. Mais question que les gens se posent, j'en ai entendu très largement parler autour de moi, est-ce qu'il existe des bons ou des mauvais signes? Vous savez, dès qu'on dit que quelqu'un est scorpion, c'est mauvais signe, poisson et c'est mauvais signe également pour certains, pas pour d'autres. Qu'en est-il selon vous? Alors ça, c'est entièrement faux. Il n'y a pas de signe négatif, il n'y a pas de signe positif. Premièrement, quand on dit « je suis
Scorpion, je suis Gémeaux, je suis Cancer, ça veut dire uniquement j'ai le Soleil en Scorpion ou j'ai le Soleil en Cancer, etc. Attention. Et les gens, en général, vous disent le signe solaire et l'ascendant. C'est curieux, c'est une mode comme ça depuis une 50aine d'années. Bon. Mais bon, il n'y a absolument pas de signe négatif et positif. Ils ont chacun leurs caractéristiques que, en gros, nous avons largement confirmé par plusieurs expériences scientifiques. Oui. Les types sont bien marqués. Vous savez, j'ai travaillé avec des méthodes de définition de la personnalité du plus éminent professeur spécialiste mondial qui est le professeur Eysenck de Londres, avec lequel j'étais en relation. Eh bien, nous avons utilisé son test de personnalité que j'ai fait passer à 524 étudiants. Vous savez, en statistique, en science, il faut au moins 500 exemplaires pour commencer à être sérieux, pour faire un travail sérieux. Eh bien, bon, nous avons complètement confirmé qu'il n'y a pas de positif et de négatif. Par contre, on a confirmé qu'il y avait des modifications d'un signe à l'autre dans la capacité entre autres, vous savez que l'étude est beaucoup plus longue, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais entre autres, par exemple, de la sociabilité, l'attitude, l'ouverture vers l'autre, vous voyez, ce qu'on appelle la sociabilité. Eh bien, la sociabilité, évidemment, elle est maximum dans le signe de la Balance, elle est minimum dans le signe du Bélier. Mais ça ne veut pas dire que tous les Béliers sont associables, que tous les Balances sont très sociables. Il y a tous les autres éléments. Il ne faut absolument pas oublier qu'il n'y a pas que le Soleil. Voilà, je pense avoir répondu. Oui, tout à fait. Nous avons entendu le coup à cette idée reçue. Le négatif et le positif, c'est entièrement faux. Très bien. Suzel Fusobrecht, parlons maintenant, parce que vous en parlez très largement dans votre dernier livre, de cette étude que vous avez faite avec des éleveurs de chiens, donc des éleveurs professionnels, une 50aine de portées, ont été étudiés comme ça. Racontez-nous d'abord le protocole. De quoi s'agissait-il ? Ah voilà, ça c'est une expérience fondamentale pour notre groupe. Cette expérience vient d'être acceptée, en anglais bien sûr, dans une revue scientifique américaine. Alors là, j'en suis très très contente. Et voilà comment ça s'est passé. Je voulais sortir de l'humain pour montrer justement que ça n'est pas qu'une histoire de racontage, d'interaction, etc. Donc il y avait qu'un moyen, c'était d'aller dans le monde animal. Tout à fait. J'ai pris deux contacts avec de très bons collègues, un statisticien qui a travaillé avec moi, un statisticien de l'INRA, c'est l'Institut national de recherche agronomique. Nous avons travaillé ensemble sur les résultats de mon analyse portant sur 500 chiens. Dans mon livre en question, il n'y a qu'une partie de l'expérience, je n'avais pas assez avancé. Maintenant, la publication est terminée et j'ai 500 chiens. 500 chiens qui sont réunis, qui ont été élevés par une douzaine d'éleveurs à peu près, qui ont rempli des formulaires, décrit les personnalités des chiens, car les chiens ne sont par la loi autorisés à être vendus qu'à l'âge de 2 mois. Oui, une fois qu'ils sont sevrés, c'est ça. Voilà. Et jusqu'à 2 mois, ils vivent avec leur mère. Les portées sont de 2 à 8 chiots. Voilà. Et ce qui est très favorable pour l'étude astrologique, c'est qu'une chienne met bas dans un espace très lent. C'est tout à fait différent de l'humain, vous voyez. Par exemple, un chien naît à 9h du soir, un autre à minuit, un autre à 4h. Alors, c'est merveilleux pour nous, pour moi. Ça vous donne des thèmes bien différenciés les uns des autres. La Terre tourne. La Terre tourne. Donc, le ciel réel que je vous ai décrit tout à l'heure est évidemment très différent. D'une part, et puis d'autre part, la chienne, elle ne connaît rien à l'astrologie. Non, ça on imagine que non. Ça on est d'accord là-dessus. Voilà. Alors, quels ont été les... Donc, vous avez envoyé des formulaires à remplir. J'ai eu le contact permanent. J'ai pris tous les éleveurs de chiens de race. Car les éleveurs de chiens de race, lorsqu'ils perdent un chien, vous savez, la chienne parfois fait des maladresses, elle écrase un de ses chiens et il meurt. Alors, comme c'est un chien de race, ça vaut cher, ça rapporte bien. Les éleveurs de chiens de race sont nuit et jour à côté de la chienne pour intervenir s'il y a un problème. Donc, ils ont toujours, bien avant moi, bien avant les contacts que j'ai eus, ils ont toujours l'habitude de noter sur leur livre l'heure exacte à la minute près de la naissance. C'est donc un élément qui a décidé de cette expérience.
Et puis ensuite, pendant 2 mois, eh bien, écoutez, ils ont toujours eu l'habitude de les suivre au point de vue comportement et personnalité, car les chiens, vous savez, ont des personnalités très différentes, tout le monde le sait. Et alors, pourquoi font-ils ça? Pourquoi notent-ils tout ça? Parce que l'acheteur, qui va bien payer son chien, hein, ça vaut cher, un chien de race, il demande toujours, je voudrais un chien dominant, solide, ou au contraire affectueux, réservé, calme, vous voyez. Donc ils vont, et les gens posent la question, à quelle heure il est né, comment s'est-il comporté pendant 2 mois. Ils ont l'obligation de répondre à toutes ces questions. Donc nous avons des livres entiers chez chaque éleveur où toutes les informations que je désirais étaient déjà inscrites. Alors nous avons travaillé sur des meutes qui apparaissaient au fur et à mesure que les chiots naissaient, et les éleveurs ont suivi avec nous dans le bassin varisien, pour ne pas que ce soit trop loin, parce que j'étais encore à Orsay, bien sûr, je suis toujours à Orsay, et j'ai pu comme ça suivre de très près l'expérience, et ensuite nous avons utilisé les tests du même professeur spécialiste de Londres, le professeur Essang, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le grand monsieur mondial de la personnalité. Alors là, il s'est agi après, ensuite, de faire l'analyse astrologique. Voir si ça correspondait. Voilà. Et nous avons, avec mon collègue statisticien de l'INRA, lui a des moyens évidemment formidables dans son institut de l'INRA, il a évidemment recherché qu'est-ce qui pouvait correspondre à autre chose que le hasard. Alors, il a fait tourner son ordinateur pendant 3 jours avec ce qu'on appelle des simulations. Des simulations, c'est l'ordinateur qui met la pagaille partout dans les chiffres et qui compare avec la réalité que nous avons trouvée. Donc, ça donne une sécurité énorme. C'est ce qu'on appelle les tests de permutation pour les scientifiques qui m'écoutent. Eh bien, ça donne une sécurité énorme. C'est pourquoi ça a été accepté dans une revue scientifique aux États-Unis, dans les résultats. Alors, quoi les résultats principaux? Le dominant d'une meute, il y en a toujours un. Il y a toujours un chiot qui est respecté par les autres, qui est le premier à aller manger, qui est le premier à l'appel de la mère. Vous voyez, etc. Il y a toujours un dominant, c'est très connu des éleveurs. Il y a toujours un chien peureux. Il y a très souvent un réservé qui se tient à l'écart. Alors, on a pris tout ça en compte. Et puis, il est sorti, alors, des analyses statistiques à l'ordinateur, des graphiques absolument mondialement irréfutables, j'insiste bien là-dessus, parce que c'est des méthodes mondiales. Eh bien, voilà, premièrement, un dominant naît, ou est né, si vous voulez, au lever, ou à la culmination, ou au coucher de la planète Jupiter, ou la même chose, lever, culmination supérieure, c'est-à-dire au-dessus de la tête, le méridien, ou coucher du Soleil. Donc systématiquement, d'une façon statistiquement irréfutable. Voilà, sur leur thème astral, il y avait ces signes irréfutables. Ah oui, ça pour les dominants. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces deux résultats concernant le ciel et Jupiter, le Soleil et Jupiter, pardon? Eh bien, écoutez, c'est exactement ce qu'on a chez l'homme. C'est exactement les mêmes configurations qui donnent des gens, je ne les dirais pas dominants, ils ne sont pas toujours dominants, mais les meneurs, ceux qui sont devant. Qu'on remarque dans une foule, qui sont souvent assez imposants, même de stature, qui ont du charisme, qui parlent volontiers, qu'on écoute, volontiers. Eh bien, ils ont le Soleil ou Jupiter dans les mêmes positions que les chiens dominants des meutes. Étonnant, ça. Et puis alors aussi, à l'inverse, je prends l'extrême inverse pour aller un peu vite, le chien réservé, peureux, timide, eh bien, il a un Saturne qui se lève, un Saturne qui culmine ou un Saturne qui se couche. Systématiquement. Systématiquement et démontré statistiquement de façon irréfutable. Alors, ça, le Saturne, nous avons l'intention d'aller la prochaine fois jusqu'à 1000 chiens. Parce que là, le Saturne, il faut monter encore un petit peu plus de sécurité statistique. Mais la probabilité est très forte et c'est quand même très troublant, c'est le moindre mot qu'on peut utiliser, c'est que Saturne, chez un individu très saturnien, qu'est-ce qu'il est? Il est lent, il est réservé, il est calme, il est très réfléchi. Voilà, c'est exactement la même configuration de personnalité. Vous voyez, donc il y a quelque chose d'objectif, de scientifique, qui influence
le fonctionnement que je vous disais tout à l'heure, Ouais. c'est-à-dire celui du cerveau, des hormones qui déterminent notre personnalité. Mm. Car au point de vue biologique et psychologique, nous maîtrisons très bien les déterminants des personnalités hormonales, Ouais, etc. ouais, C'est ouais. très connu et bien... Et bien répertorié, bien affirmé. et bien étudié. Alors voilà, évidemment, une expérience qui m'a enthousiasmé, qui a fait beaucoup couler d'encre tout autour de moi et qui va être publiée dans une revue internationale. Et j'en suis évidemment très très heureuse parce que ça conforte beaucoup notre démarche de recherche de la cause. Car, comme on dit vulgairement, comment ça marche? Voilà, Suzel Fusobrèche, une pause, et justement, j'aimerais que l'on vienne sur les quelques hypothèses que vous avez mises en avant pour essayer de comprendre comment ça marche, justement. Voilà. Ah oui, parce que Le gros problème. on va se poser la question, à tout de suite. D'accord. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Et mon invité, Suzel Fusobrèche, qui est l'auteur d'un livre passionnant aux éditions Agamat. Ce livre s'intitule Astrologie et connaissance de soi. Suzel Fusobrèche, on a légèrement évoqué la question tout à l'heure, parce que la question qui se vaut d'être posée en l'état actuel de votre avancement dans les travaux, de vos recherches, c'est comment ça marche, quelles sont les hypothèses que l'on peut essayer d'étudier, de mettre en place, d'abord d'imaginer, de mettre en place et d'étudier pour comprendre comment des planètes, la position d'une planète peut influer sur la personnalité d'un être vivant, puisque maintenant, vous l'avez démontré avec votre étude sur les chiens, il semblerait que l'astrologie fonctionne sur les êtres vivants, c'est-à-dire sur tout ce qui est vivant, animaux, êtres humains bien entendu. Donc, vos hypothèses concernant l'influence, comment mécaniquement les planètes peuvent-elles avoir une influence sur nous? Voilà, comment ça marche, c'est tout à fait judicieux. Je suis heureuse que vous posiez la question parce que c'est l'avenir. Les recherches qui vont suivre dans les années qui viennent et un certain nombre de temps, un temps suffisant, ce sera de trouver la nature des facteurs qui déclenchent les résultats que nous avons maintenant avec une sécurité totale. Je précise que l'astrologie qui a été confortée par moi et par mon groupe, eh bien évidemment, elle a éliminé des quantités de fatras ésotériques, magiques, tout ce que vous voulez, qui ne marchent pas, qui sont complètement inutiles et qui sont malheureusement utilisés par beaucoup de personnes astrologues qui ne se rendent pas compte qu'ils disent des bêtises et qui nuisent à l'astrologie. Alors, quand on parle d'astrologie karmique, on élimine ça. Vous êtes d'accord avec ça? Ah bah karmique, qu'est-ce que vous voulez? Le karma, c'est l'Inde, c'est l'astrologie indienne, hindoue, enfin appelez ça comme vous voulez. Il y a des quantités de sous-écoles, sous-écoles, vous savez, de personnes aussi qui veulent gagner leur vie en créant une nouvelle histoire, une nouvelle invention. Alors ils créent je ne veux pas dire trop de mal de mes astrologues, mais vous savez, je ne suis pas trop bien vu non plus, toujours dans le monde des astrologues, car quelquefois, évidemment, ils en rajoutent beaucoup, ils inventent beaucoup de choses, et ça nuit à l'astrologie de l'avenir. Oui. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? Eh bien, en tant que biologiste, moi, j'amène un certain nombre d'hypothèses, et je suis en relation avec des collègues physiciens, astrophysiciens, et des collègues physiologistes du système nerveux central, qui s'occupent aussi des hormones. Alors, bien sûr, il y a, vous savez, tout le monde sait ce que c'est, ou a entendu parler au moins, de l'ADN. L'ADN, c'est la base de l'hérédité. Dans chaque cellule, il y a un noyau avec de l'ADN, et cet ADN est formé de toute une série de composants chimiques que je ne détaillerai pas bien sûr, mais qui est composé d'une grosse molécule, la base de l'ADN, dans laquelle se trouvent les gènes, c'est-à-dire l'hérédité. La base de l'ADN, c'est ce qu'on appelle en physique et en biologie aussi un dipôle, c'est-à-dire c'est acide d'un côté, basique de l'autre, c'est-à-dire basique c'est l'inverse de l'acide. Voilà. Alors, ce qu'on appelle tous ces dipôles, et ça c'est connu des physiciens depuis longtemps, depuis près d'un siècle, eh bien ces dipôles sont sensibles à tout ce qui est électromagnétique. Donc les ondes électromagnétiques agissent forcément sur nos millions et milliards de dipôles que nous avons dans nos cellules, y compris, et on évoquera le problème de la naissance tout à l'heure peut-être, parce que évidemment tout a l'air de se déclencher à la naissance. Alors ces dipôles évidemment reçoivent tout l'ADN d'une personne
chien ou humain, ou vaches. Nous avons fait également des vaches clonées qui ont même hérédité, chez lesquelles les règles que j'ai décrites tout à l'heure chez les chiens sont les mêmes. Oui, j'allais vous poser la question. On y reviendra sur l'hérédité, mais poursuivez sur l'ADN et ce dipôle. D'accord. Alors l'ADN, évidemment, reçoit toutes les sources des rayonnements électromagnétiques qui ne sont pas du tout perçus par le corps ni le cerveau. Nous n'avons aucun récepteur qui perçoit l'électromagnétisme. Vous savez, dans une pièce, il y a beaucoup de circuits électriques maintenant. Oui, évidemment, oui. On a des répercussions électromagnétiques partout. L'idéal, c'est de supprimer à la naissance toutes les radiations électromagnétiques. Pour ça, il faudrait que des femmes en train d'accoucher acceptent d'être dans ce qu'on appelle une cage de Faraday, c'est-à-dire une cage qui protège de tous les rayonnements électromagnétiques, y compris ceux provenant des planètes, y compris Jupiter qui nous en envoie des quantités chaque jour, à chaque fois qu'il passe au-dessus de nous. Bien, mais ce sera difficile, je pense, de faire accepter ça aux femmes et d'instaurer ça. Mais ça viendra. Oui. En tout cas, c'est très facile de l'organiser avec des chiens. On peut faire la mise bas des chiens avec dans une cage de Faraday qui élimine tout rayonnement électromagnétique. Y compris celle des planètes. Ah oui, absolument. Ah oui, alors attendez. On peut y arriver. Donc, votre hypothèse première, celle que vous êtes en train de nous citer, les planètes, lorsque l'on naît, sont dans une certaine disposition, visible ou invisible, parce qu'elles sont au-dessus de l'horizon ou en dessous de l'horizon. D'accord. Voilà. Chaque planète a une influence électromagnétique précise sur la Terre, et donc sur tous ceux qui peuplent la Terre. Nous sommes d'accord. D'accord. Et donc, comme les planètes sont dans une disposition particulière, il y a, au moment de la naissance, à cette heure précise, une influence électromagnétique particulière et précise à cet instant-là, on est d'accord. Voilà. Et donc c'est ça que nos anciens auraient, par une intuition géniale, comprise. Oui, plus qu'une intuition, des observations. Vous savez, les anciens avaient un esprit d'observation qui a été perdu à l'époque du Moyen-Âge, entre autres. Oui. Alors, évidemment, bien sûr, il y a plus ou moins de détection réalisée sur les planètes. La planète Pluton, vous savez, qui est remise en cause actuellement. Peu importe qu'elle s'appelle Pluton ou XY, il y a une zone autour de Pluton où il se passe quelque chose, une influence qui agit. Aux astronomes, astrologues et interdisciplinaires, comme je vous décrivais, de la trouver, cette zone, et de la prouver et d'analyser. Mais en tout cas, ça c'est l'hypothèse, l'ADN étant dans une certaine impulsion en quelque sorte à la naissance, parce qu'il ne faut pas croire que la naissance c'est anodin, c'est un énorme, moi en tant que biologiste je suis bien placé pour le dire, c'est un énorme bouleversement de tout l'organisme. La respiration qui s'instaure, le contact avec la respiration, avec l'air libre et l'instauration de la respiration, l'attaque des réserves de graisse et de substances nutritives qui sont dans les épaules des bébés et qui vont vivre pendant un jour ou deux avec, se déclenchent, les hormones se déclenchent. Il y a énormément de phénomènes bouleversants qui se passent à la naissance. Donc, ça ne serait pas étonnant qu'il y ait un moment clé. Mais je vous ajouterai que le système de réception hypothétique que j'amène aujourd'hui. Oui, c'est une hypothèse, hypothétique. Bien sûr, il faut travailler dessus. De la réception de l'ADN dipôle, qui est sensible à l'électromagnétisme, eh bien, nous l'avons toute la vie. La preuve, c'est que je vous ai parlé des transits. Par conséquent, il y a donc une sensibilité qui se poursuit durant toute la vie, puisqu'il y a des moments, des étapes où on va subir l'influence de l'électromagnétisme de Jupiter qui passe, par exemple. On a fait des statistiques avec un médecin sur plus de 500 magistrats qui ont eu des promotions justement en relation avec ces passages-là, vous voyez. Les périodes de transit, ce que j'appelle des transits, ces fameuses marées. Vraiment, ça bouge. Donc on continue d'être sensible. Mais là, la sensibilité à la naissance est évidemment certainement énorme. Alors, tout ça s'organise en personnalité parce que le cerveau contrôle par une petite glande le fonctionnement de tout notre ensemble hormonal de l'organisme, aussi bien chez les chiens, les vaches que chez l'homme. Et évidemment, c'est plus ou moins d'adrénaline, plus ou moins de mélatonine, plus ou moins de sérotonine, etc., etc., vont déterminer
notre comportement, c'est-à-dire notre personnalité. La personnalité, c'est le comportement, finalement. Bien sûr, bien sûr. Si on D'accord. est quelqu'un qui se met devant, réservé, Voilà. plutôt, oui. La façon de réagir à l'environnement, etc., etc. Et puis alors, l'hérédité, peut-être quelques mots sur l'hérédité. On me dit, évidemment, peut-être que vos chiens, la meute, c'est la chienne qui devient, le chiot qui devient le dominant de la meute, et le chiot qui avait une hérédité qui l'incitait à être dominant. Eh bien, je dis non, parce que les vaches clonées sur lesquelles j'ai travaillé, mais pas 500. Malheureusement, la France n'en possède que 30. Ouais. Vous savez que c'est difficile de faire des animaux clonés. Tout à fait. Eh bien, malheureusement, en France, il n'y en a que 30, mais j'ai travaillé avec des collègues de l'INRA sur les 30 vaches. Eh bien, nous avons des résultats homologues à ceux obtenus des chiens, avec les chiens. C'est-à-dire Jupiter, une vache dominante, qui se montre, qui est en avant du troupeau, elle domine tout, elle est jupitérienne. Alors qu'elle a été, que c'est un clonage. Elle a l'hérédité parfaitement identique aux autres. Ouais. Voilà, donc ça élimine le facteur hérédité. Mais ça n'est pas encore publié dans une revue scientifique parce que je n'ai pas assez de cas, évidemment. Oui. Nous aimerions avoir 500 vaches. C'est fascinant, ça ouvre des perspectives tout à fait étonnantes sur la compréhension des êtres vivants. Mais alors, une question, Suzel Fusobrecht, à la lumière de tout ça. Vous avez dit, il faudrait que, à titre expérimental, qu'une femme accepte de mettre au monde son enfant à l'intérieur d'une cage de Faraday. Oui. C'est-à-dire qu'elle serait, et son enfant par là même donc, surtout son enfant, à l'abri de tout rayonnement électromagnétique des planètes. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va naître, cet enfant, avec aucune influence planétaire? Voilà, c'est pourquoi je crois que c'est très difficile de prendre le risque. Vous voyez? Est-ce que cet enfant sera traumatisé, anormal, sans personnalité? Voilà, c'est ça la question. C'est un risque trop grand à prendre pour une espèce humaine. Donc je propose évidemment de le faire pour les chiens, ce qui est très facile à réaliser. Oui. Lorsque nous aurons l'Institut dont je rêve, qui va se faire évidemment un jour ou l'autre, l'Institut international de recherche scientifique sur l'astrologie, eh bien, on va évidemment instaurer des élevages de chiens en grand nombre, et on fera des mises bas en cage de Faraday. Oui. Et en plus, la cage de Faraday peut être calibrée, c'est-à-dire qu'on peut filtrer différentes longueurs d'onde. Oui. Donc c'est doublement intéressant, vous voyez. Si on veut qu'il soit jupitérien, saturnien, vénusien, etc. Pas exactement, non, mais pour déjà, au moins, soyons modestes, déterminer quelle longueur d'onde on agit le plus, etc. Oui. Voilà. C'est une des possibilités qu'on a dans un proche avenir. Oui. Vous savez, je voudrais vous dire quelques mots sur les collègues qui sont sceptiques et un peu virulents. Moi, je suis en bonne relation avec des collègues physiciens. Et vous savez qu'ils essaient d'uniformiser les différentes théories de l'énergie. Les 3 énergies qu'on connaît, on essaie de les uniformiser. Eh bien, pour ça, les théoriciens ont inventé des théories qu'on appelle la théorie des cordes. Et cette théorie des cordes, elle est absolument impossible à expérimenter. Parce que ce sont des choses des milliards de fois plus petites que le moindre petit atome. Par conséquent, ils disent eux-mêmes que ça n'est pas expérimental. Et on ne se moque pas d'eux, on ne les attaque pas comme on attaque l'astrologie. Pourquoi? Oui. Dites-moi pourquoi. Dites-moi. Je serais content de le savoir. Suzel Fusobrecht, à titre de conclusion, revenons à cette naissance théorique au sein d'une cage de Faraday pour être protégé des rayonnements électromagnétiques des différentes planètes. Ça peut également, parce que dans un sens, ça peut donner quelqu'un de sans caractère, de sans personnalité, parce que pas d'influence particulière des planètes, ou ça peut donner également quelqu'un de totalement équilibré. Totalement quoi? Équilibré. Impossible à dire et vraiment risqué. Hein. Moi, je ne prendrai jamais la responsabilité d'expérimenter ce genre de choses dans l'espèce humaine. Oui, non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que tout le système hormonal peut être modifié. Et puis, il y a quand même quelques autres hypothèses que j'ai faites dans ce livre et dans quelques autres. Bon, le Soleil émet des neutrinos par millions. Oui, qui nous traversent d'ailleurs. Sur le bout de notre pouce sur l'ongle, nous recevons des millions de neutrinos du Soleil en permanence. Exact, oui. Ces neutrinos, jusqu'à présent, étaient considérés comme sans poids. On appelle ça des masses, vous savez, en physique.
sans matière, en somme. Donc, ayant aucune influence maintenant, théorique les sur Japonais nous. ont découvert que les fameux neutrinos avaient une masse pas nulle, très très petite, mais pas nulle. Et est-ce qu'il n'y a pas un codage de ces neutrinos? Parce que les planètes déterminent un bon nombre de choses à la surface du Soleil. Ça, ce sont des chercheurs américains qui l'ont montré il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années. La position des planètes, donc finalement toute la base astrologique dont nous parlons, la position des planètes détermine et induit, est en relation en tout cas, avec des événements sur le Soleil. Oui. Par conséquent, l'émission de ces fameux millions et milliards de neutrinos, est-ce qu'elle ne joue pas un rôle? Est-ce qu'elle ne serait pas une seconde hypothèse, facile aussi à tester avec des astronomes et des astrophysiciens, qui seraient compétents et qui accepteraient les collaborations, ce que je crois pour l'avenir, parce qu'ils peuvent très bien avoir un code. Vous savez, on parle beaucoup de code, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est une façon de transmettre une information. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, je pense que les neutrinos, dont on n'a jamais recherché le code, parce que personne n'y a pensé, eh bien, il faudrait travailler dans cette direction aussi. Il y a plusieurs directions à travailler, il n'y a pas de doute. Suzel Fusobrecht, vous ouvrez vraiment des horizons tout à fait étonnants et fascinants et je dirais il y a une vraie gourmandise, on le sent chez vous, une vraie passion à essayer d'aller vraiment plus loin sur ces sentiers que vous ouvrez et qui sont vraiment passionnants et qui peuvent permettre de comprendre le mécanisme global des êtres vivants sur Terre. Absolument. Suzel Fusobrecht, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle le titre de votre livre, donc paru aux éditions Agamat, qui s'intitule Astrologie et connaissance de soi. Voilà, donc, je vous précise que tous les libraires peuvent le commander. Sans aucun problème, parce bien entendu. Il est déjà de 2004, donc il n'est plus en librairie en général. On peut le commander. Oui. Ça, alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'était un grand plaisir pour moi. À très bientôt pour d'autres résultats de vos passionnantes recherches. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange, avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Après donc cette scientifique au discours très très intéressant, Suzel Fusobrecht, que nous venons d'écouter, place maintenant à un astrologue amateur éclairé qui nous fait l'amitié de venir nous rejoindre. Serge Landau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Alors, Serge, la première question que je vais vous poser, c'est depuis combien de temps est-ce que vous vous intéressez à peu près à l'astrologie? Alors, à l'astrologie, ça va faire 27 ans. Ah oui. Donc, vous avez une certaine connaissance dans ce domaine. Et depuis combien de temps réalisez-vous ce que l'on appelle des thèmes astro, c'est-à-dire l'étude de la carte du ciel d'une personne précise? Vous, j'imagine, vous avez dû commencer par vous et votre entourage. Depuis combien de temps à peu près? Mais pour la création des thèmes de naissance, on commence tout de suite à monter ces thèmes, notamment le sien, qui est d'ailleurs peut-être pas le plus facile à faire. Et après, on les interprète pas de suite. C'est le principe, c'est qu'on monte des thèmes et on essaye de voir ce qui se passe sur ces thèmes-là. Et au fur et à mesure, et un jour, on se décide à interpréter. Voilà. Alors, Serge, vous, qu'est-ce qui vous a donc poussé à vous intéresser à l'astrologie à un moment de votre vie? C'est une envie de savoir de quoi sera fait votre avenir? Quoi donc? Alors, pas du tout compte fait. Le principe, c'est que c'était une curiosité. Une curiosité, j'ai toujours été un petit peu curieux des choses qui peuvent se passer. Et surtout, j'ai été surpris par ma meilleure amie, qui à l'époque qui est toujours que je considère très cartésienne, qui est prof de mathématiques et qui s'est intéressée elle-même à l'astrologie. Elle a commencé à prendre des cours d'astrologie et donc j'ai suivi les cours, je veux dire, par son intermédiaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle revenait avec les cours, je regardais ces cours-là et on a beaucoup discuté et puis c'est vrai que je me suis prise au jeu avec elle et j'ai découvert quelque chose. Voilà. D'accord. Et alors, question qui prolonge cette interrogation, c'est qu'est-ce que l'astrologie peut apporter, selon vous, à quelqu'un, de prédire l'avenir, de mieux se connaître, quoi donc?
Voilà. Donc là, je reviendrai un petit peu ce que disait votre précédente Suzel Fusobrecht, oui. Suzel Fusobrecht. Oui. Pour moi, le thème, donc, comme je dis, c'était pas pour prédire l'avenir que je voulais savoir, c'était donc par curiosité. Et une fois que j'ai travaillé un petit peu sur ces thèmes, je me suis aperçu que tout compte fait, je me suis orienté vers ce qu'on appelle en ce moment l'astrologie humaniste, et non pas trop l'astrologie traditionnelle, même si elle a évolué. Et donc, on recherche surtout, et ce qu'on trouve dans les thèmes, ce sont toutes les potentialités qu'a l'être humain. Ouais. Donc, c'est pas tellement de savoir ce qui va être, c'est ce qui peut être. Voilà. Et les cycles, les différents cycles qu'il va y avoir dans sa vie, savoir à quel moment ces potentialités seront le plus exploitables. Autrement dit, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que quand quelqu'un va voir un astrologue, un amateur éclairé tel que vous, un astrologue professionnel installé avec pignon sur rue, il ne doit pas y aller avec dans l'esprit de lui demander, je vais dire une bêtise évidemment, mais de quelle couleur sera la future voiture que je vais acheter, par exemple. Oui, non. Il doit pas, il peut avoir ça dans l'esprit, mais l'astrologue ne devrait pas aborder ces sujets-là, je veux dire. Voilà, la chose la plus dure en astrologie, c'est l'interprétation. C'est ça. C'est une fois qu'on a quitté soit notre écran d'ordinateur, comme disait votre Suzel Fusobrecht, soit son papier, puisque c'est vrai qu'on les a fait très longtemps à la main, et très souvent on les refait à la main quand on sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Souvent, c'est mon cas. Quand je vois que j'ai du mal à ressentir un petit peu le thème, je le retrace à la main. Je reprends le temps, ces 3/4 d'heure, 1h et demie des fois, pour retracer un thème proprement. Et donc, c'est juste pour ce que je voulais terminer, c'est bien l'interprétation qui est là. On a quelqu'un en face et on doit lui faire passer des choses qui ne sont pas des mots. Et donc, la personne va recevoir en tant que mot. Voilà. Et donc, c'est un petit peu là le côté la difficulté, de l'astrologue. La difficulté de l'astrologue. Alors donc, un astrologue, quand il a un thème sous les yeux, peut avoir conscience des différents cycles de la vie de la personne qui est sur ce thème, quoi, finalement. Il doit pouvoir avoir conscience un petit peu des cycles qu'il va avoir, oui, tout à fait. Ouais. Et alors, ces cycles, c'est quoi? C'est quand est-ce qu'il sera en forme? Quand est-ce que il va lui arriver des ennuis? Quand est-ce qu'il sera dans les meilleures dispositions pour être heureux, pour faire des affaires? C'est quoi exactement? Alors, on va dire qu'il y a deux ou trois genres de cycles. On va dire, il y a des cycles qui sont assez prédéfinis sur des nombres d'années. Sur des nombres d'années, sur des cycles en fonction du moment de la naissance, de 7 ans ou de 5 ans en fonction des personnes. Il y a des grands cycles comme ça qui font que les choses vont revenir cycliquement, des envies de changer, des envies des doutes. Des doutes qui vont se retomber parce que ça fait partie d'un cycle qu'on pourrait assimiler à une plante qu'on sème et d'un arbre qu'on sème et qui fait ses fruits avant de se ressemer lui-même, et ainsi de suite. Voilà, ça pourrait assimiler ça. Après, il y a ce que Suzel Fusobrecht parlait, des transits, qui sont des cycles à chaque fois que ces fameuses planètes de naissance ces planètes repassent sur les planètes de naissance ou se mettent dans des configurations particulières. Ouais. Et alors là, donc, un astrologue peut dire, par exemple, à quelqu'un, tiens, pour cette année 2007, faites attention, soyez prudent, le premier trimestre, vous risquez d'avoir des doutes quant à votre travail, d'avoir envie d'aller voir ailleurs, il y aura peut-être des difficultés dans cette période, c'est de cet ordre-là, l'astrologue peut dire ça. On pourrait aller jusqu'à là. C'est là où il faut donc, si moi je dirais, je parle entièrement que pour moi, pas pour les autres astrologues, toujours pareil. Chacun voit un petit peu, et c'est juste qu'on revient toujours sur le problème d'interprétation des gens. Moi je dirais que il faut que la demande vienne de la personne.
C'est-à-dire que la personne qui vient va nous orienter. C'est pas la peine de peut-être donner une période qui risque d'être un petit peu floue, parce qu'on n'a pas toujours des tenants et des aboutissants très précis, peut-être sur ce que va sur le sujet sur lequel va se trouver la personne un petit peu en difficulté. Et comme il y a toujours aussi ce fameux libre arbitre, on peut prendre le taureau par les cornes ou se laisser traîner. Oui. Par le taureau. Oui, comme disait Suzel Fusobrecht, il y a des marées que l'on peut préciser, c'est-à-dire le début et la fin de la marée, et ça c'est ni bon ni mauvais, mais en revanche tout dépend de notre attitude vis-à-vis de cette marée, quoi. Oui, là je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit. Oui, nous avons pas mal de questions qui sont arrivées par SMS. Si vous avez des commentaires, des questions à poser, évidemment, je vous invite à nous les faire parvenir. Je les reçois directement sur mon écran sous les yeux. Vous tapez Sud, vous laissez un espace sur votre portable et vous rédigez votre question et vous l'envoyez au 71 200. Alors, première question, Serge, qui nous vient je sais pas parce que c'est pas signé, mais ça dit pour des jumeaux, peut-on faire le thème astral de chacun? Et est-il différent pour les vrais et faux jumeaux? Alors, peut-on faire le thème pour chacun? Oui, puisque même si les jumeaux naissent assez rapprochés par rapport à ce que disait Suzel Fusobrecht par rapport aux chiens, qui peuvent attendre jusqu'à 4 heures ou 5 heures de différence, pour des jumeaux humains, ça va bien plus vite, mais ils ne naissent pas en même temps. Exact. Donc, là, on peut le faire. La différence entre des jumeaux hétérozygotes ou monozygotes, c'est-à-dire des vrais ou des faux jumeaux, c'est la même chose. Ils sortent pas en même temps. Oui. Donc à partir du moment où ils sortent, c'est le ciel de naissance qu'ils vont avoir. Oui. Mais s'il y a 1 heure ou 2 de différence entre les deux, c'est ça qui va faire la différence en fait. Oui, mais moi je dirais qu'il n'y aura pas 1 heure ou 2, il y aura 10 minutes, 15 minutes. Oui. Et dans ces cas-là, c'est vrai que les influences seront un petit peu plus minimes. Quoique, parce que c'est vrai que des fois, la Lune peut avoir bougé, puisque c'est elle qui va le plus vite dans le ciel, on va dire. La Lune peut avoir bougé énormément, il peut avoir changé d'ascendant, il peut avoir changé de pas mal de choses. Oui. Alors, un autre SMS dit, est-ce qu'on peut parler d'un véritable signe astrologique quand quelqu'un a eu une naissance activée par un médecin? Là, je suppose qu'on peut parler, par exemple, de naissance par césarienne, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, les naissances par césarienne, les naissances provoquées pour raison X ou Y, et d'autres qui ne sont prématurées, par exemple, les enfants sont nés à ce moment-là. Je reviens aux même chose que pour les jumeaux. L'important, c'est le moment où l'enfant naît. Est-ce qu'il est né au bon moment, au moment qui était prévu qu'il naisse? Oui. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais par contre, il est né à ce moment-là. Et à ce moment-là, les influences étaient là. Les influences planétaires étaient là à ce moment-là. Oui. Donc, ça sera celle-là qu'il aura. C'est vrai que s'il était né 10 jours, 1 mois plus tard, c'est vrai qu'il aurait été autre chose. Oui. Mais ce qui compte, c'est le moment où, comme dit Suzel Fusobrecht dans son livre, où il pousse son premier cri, quoi. Voilà. Où il prend sa première respiration. Oui. Voilà. Oui. Alors, vous restez avec nous, Serge, une pause et on se retrouve avec le témoignage d'Isabelle, qui est une auditrice d'Avignon, qui va nous faire partager son expérience. Elle est allée voir un astrologue et elle va nous raconter comment est-ce que cela s'est passé et vous nous donnerez votre opinion quant à ce qu'elle a vécu, bien entendu. Les aventuriers de l'étrange continuent sur Sud Radio avec vous jusqu'à minuit. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. En compagnie de Serge, qui est un amateur éclairé en astrologie. On peut dire que vous êtes astrologue, même si vous êtes amateur, Serge. Oui, même si le terme me gêne toujours un petit peu. Très bien. Alors, employons par commodité le terme d'astrologue. Nous avons Isa qui vient de nous rejoindre, qui nous appelle d'Avignon. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir Louis, à votre invité. Bonsoir Serge. Bonsoir. Alors, vous avez franchi le pas, vous avez décidé de vivre cette expérience. Vous êtes allé voir un astrologue, c'est ça? Oui, pas tout à fait. J'ai un ami qui est passionné d'astrologie comme moi. Oui. Et c'est lui qui a analysé mon thème en profondeur, mon thème natal. D'accord. Voilà. Alors, oui.
Alors, dites-nous, ça s'est passé quand d'abord? Ça fait Ça longtemps? s'est passé en 2004, il y a 3 ans. Oui. Alors, racontez-nous ce que vous en avez retiré, je dirais. Qu'est-ce qu'il vous a dit et qu'est-ce que vous avez ressenti? Eh bien, tout a commencé lorsqu'il a analysé. Pardon, je suis cancer ascendant Scorpion. Cancer ascendant Scorpion, oui, d'accord. Oui. Et il m'a dit qu'avec d'ici 2 ou 3 ans, jusqu'en début 2007, je ferai une rencontre qui allait me bouleverser, notamment par le passage d'Uranus en Poisson. Il se trouve qu'actuellement, le transit d'Uranus en Poisson forme un trigone à mon soleil qui est en début cancer. Alors attendez, Isabelle, je vous arrête tout de suite. Oui. Là, moi, je comprends rien. D'accord. Parlez-moi simple, gentiment, parce que là, j'ai commencé à sortir les rames et j'attaquais la falaise. D'accord, très bien. Mais il m'a dit, tout simplement, la rencontre s'est faite avec le passage d'Uranus. Uranus représente une planète à grand bouleversement. Voilà. Ouais. Et le fait qu'il soit en trigone à mon soleil, le soleil, ça représente l'homme, donc mon conjoint, mon partenaire. Ouais. Et donc, ça a été le cas. Ça a été le cas. J'ai fait cette rencontre bouleversante. Oui. Alors, il vous a dit ça il y a 4 ans, c'est ça? Oh non, en 2004, il y a 3 ans. D'accord, il y a 3 ans. Et est-ce qu'il vous a donné une période durant laquelle pouvait se produire cette rencontre? Oui, oui, de début 2004, pardon, je suis un peu troublée, jusqu'à début 2007. Là, actuellement, la période s'est terminée pour moi, parce que je suis cancer premier décan. D'accord. Et que là, actuellement, oui. Ouais. Mais dites-moi, je vous pose des questions parce que je sens que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent se posent la même question. Ça fait quand même une période de 3 ans. On ne trouvez pas que c'est un peu flou quand même comme Bien sûr, oui. Hein? Oui, je lui ai répondu d'ailleurs la même réponse. Ouais. Mais bon, vu ensuite la synastrie, la comparaison de thèmes que j'ai dû faire avec cette personne qui est mon amie, il y a des choses assez troublantes quand même. Est-ce que il vous a, par exemple, dit des choses sur votre personnalité, Oui. sur votre manière d'être, de voir les choses, qui vous ont semblé intéressantes et justes? Oui, notamment, il se trouve que j'ai énormément de planètes en secteur 8, qui est le secteur des finances, des dons gagnés, pas la sueur de son front, mais par les autres. Ouais. Il m'a dit que je serais dans ma vie amenée à recevoir un héritage. Or, je lui ai dit au début, j'étais assez surprise parce que je ne suis pas issue d'une famille aisée, je suis plutôt issue d'une famille modeste. Ouais. Mais il m'a dit que vu que j'ai Soleil Mars en 8 et qu'ils sont conjoints, donc mon héritage proviendrait plus du côté homme, donc soit du père, soit du conjoint. Ouais. Et je trouve que ça s'est avéré aussi. Du côté de votre père ou du côté du conjoint finalement? Du père. D'accord. Et mais enfin bon, on et est tous... du père et du conjoint, c'est un peu délicat à dire. On va dire. D'accord. Mais ce que je veux dire par là, ça me semble un peu, comment dirais-je, un peu léger, quoi, comme prédiction, parce que je me permets de vous dire ça parce que on est tous amenés, malheureusement, un jour ou l'autre, à hériter parce que la nature veut que nos parents décèdent avant nous, évidemment. Vous voyez, donc ça vous a paru solide en tout cas, vous, ce qu'il vous a dit. Oui. Parce que je ne souhaiterais pas rentrer dans. Oui, bien sûr, dans les détails personnels. Mais il y a des choses, oui. D'accord, ok. Est-ce que il vous a donné, en revanche, des périodes où il vous a dit attention, là durant cette période, ça risque d'être favorable pour vous. Là, ça risque d'être un peu moins. Vous risquez de vous sentir un petit peu moins en adéquation avec votre entourage. Oui. Vous voyez des cycles comme ça. Notamment, oui, bien sûr, ça s'est avéré, oui. Ouais. Par le décès de ma mère, notamment. Ouais. Donc, il m'a dit que dans cette période, je risquais, avant qu'elle décède, je connaîtrais une période assez dure, notamment du côté de la mère. Ouais. Et ça s'est avéré aussi. D'accord. Et ça, c'était troublant quand même. Effectivement. Serge, qu'en pensez-vous? Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont troublantes. C'est vrai que ça fait. J'écoutais plus un petit peu par rapport à ce qu'elle disait. Donc, c'est vrai que par rapport à toutes ces positions des planètes dont elle explicitait, oui. Je comprenais un petit peu peut-être mieux que vous. Oui, ça j'imagine. Oui. Mais c'est vrai que c'est vrai que l'astrologie, est-ce que cette personne-là, si je peux me permettre, est-ce que l'astrologue vous a parlé pas mal de vos potentialités, de ce que vous étiez, ce que vous allez devenir? Oui. Est-ce que
Est-ce que ça vous a amené quelque chose? Oui, à me connaître mieux, à connaître certaines de mes limites aussi. D'accord. Mm-hmm. En fait, le but de l'astrologie, là je vous pose la question à vous, Serge, pour vous ce serait plutôt ça, ce serait vraiment de mieux se connaître soi-même finalement, plutôt que de connaître de manière plus précise les cycles de son avenir ou les cycles de sa vie. Moi je dirais que dans un premier temps, le thème de naissance, puisqu'on va travailler sur le thème de naissance, le thème de naissance c'est surtout ça, c'est se baser sur l'être, sur la personne qu'on a en face. Donc c'est vrai que sur le thème de naissance, sur la personne, sur ses potentialités qu'on va découvrir, il est vrai que des fois, on aperçoit des choses qui peuvent influer sur ses potentialités. Donc là, il faut en parler, il faut peut-être mettre l'accent dessus. Mais je pense que l'accent le plus important, c'est les potentialités des personnes, de la personne. Voilà. Oui. Ce sur quoi elle doit travailler et ce sur quoi ce qu'elle peut attendre de la vie. Mm-hmm. Isabelle, pour revenir donc sur ce que vient de dire Serge, ça vous a permis, vous nous avez dit, de connaître vos limites. Ça a été important pour vous, ça, et ça s'est révélé, je dirais, exact. Oui, il y a certains des points reflétant me concernant et concernant ma personnalité qui se sont avérés aussi justes. Oui. Et ça a été assez troublant quand même parce que au début j'avais quelques avis pas très positifs. J'aurais quelques questions, puis-je me permettre? Allez-y. Oui, allez-y. Allô, Serge? Si elles sont pas trop compliquées, hein. Si elles sont pas ni astrologiques ni trop compliquées, allez-y. Voilà. Oui, en fait, avec mon ami, on a fait une comparaison de thèmes, plus connue sous le nom de synastrie. Il se trouve que nous avons une double conjonction. À savoir que moi, j'ai ma Vénus qui est en Lion, qui est conjoint à son Mars en Lion. Et de son côté, lui a sa Vénus en Gémeaux, et moi, qui est conjoint à mon Mars en Gémeaux. Une conjonction est-elle positive ou négative? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. Une conjonction est-elle positive ou négative? Voilà, oui. Alors, je dirais que ça, je vais encore revenir sur l'astrologie. En astrologie, il n'y a rien de négatif et à la rigueur, rien de positif. On a fait ce qu'on veut. Ce sont des influences. Une conjonction par défaut, pour moi, serait à la rigueur un petit peu plus bénéfique qu'un carré. Attendez, on va... Oui, là, je parle. C'est-à-dire que un carré, c'est deux planètes qui se trouvent à 90 degrés d'écart. D'accord. Oui. D'accord. Okay. Et une conjonction, donc c'est quand ça se touche, les deux, comme son nom l'indique, se touchent, et une opposition, c'est 180 degrés. D'accord. Après, il y a bien sûr... Mais une opposition, Serge, c'est négatif. Non, une opposition pour moi. Pardon. Ça, c'est plutôt positif. Alors attendez, tous les deux, je me permets d'intervenir dans la consultation, parce que c'était très intéressant, bien que j'ai pas encore compris un traître mot de ce qu'a dit Isabelle quand elle a parlé des planètes. Mais en revanche, je voudrais revenir sur une chose qui me paraît essentielle, ce que vous avez dit, Serge, c'est que en astrologie, il n'y a rien qui soit positif ou négatif. C'est ce qu'on en fait finalement. Oui. Les influences sont en fait ce que l'on en fait et dans la sphère où cela se trouve la planète. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où la planète, si elle se trouve, je dis une bêtise, si elle se trouve en Lion, dans un certain signe, et dans une certaine, parce qu'il faut savoir qu'un thème de naissance est divisé donc en signes, mais aussi ce qu'on appelle en maison. Voilà. Qui sont au nombre de 12 aussi, et qui ne sont pas toujours à la même place, ainsi de suite. Pour globaliser un petit peu. Mais une planète aura une influence moindre, on va dire, pas négative, j'ai bien dit, moindre, plus forte, en fonction de l'endroit où elle est. Il y a une chose que j'aime bien dire souvent, c'est le principe entre la maison, le signe et la planète. La planète, je la place comme un outil, d'accord? Le signe, je le place un petit peu comme un métier, et la maison, je la place un petit peu comme un chantier. Si dans un chantier, on a besoin d'un maçon, que ce maçon
alors que, donc ça c'est le chantier. Oui. Si dans ce maçon, on lui donne comme outil une pioche, il ne fera pas la même chose qu'avec une truelle. D'accord. Voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de... Oui, tout à fait. Pour dire que rien n'est négatif, c'est juste l'usage qui risque d'être un petit peu plus difficile. D'accord, très bien. Isabelle, une dernière question avant de conclure. Vous avez souvent recours, parce que là, votre ami a analysé votre thème astral en 2004, hein, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous y avez souvent recours pour avoir des précisions ? Parce qu'on peut faire un thème sur une année, hein, ce qu'on appelle une révolution solaire, me semble-t-il. Oui, voilà. Est-ce que vous y avez recours pour prendre des décisions ou ça a été fait une fois et puis maintenant c'est bon ? Non, c'est pas systématique. Ouais. Non. Oui. Une dernière question à Serge. Oui, alors si elle n'est pas trop technique, hein, parce que sinon. J'ai essayé. Oui, non, simple, que même moi je puisse comprendre. Donc en fait, conjonction c'est plus positif, c'est ça? Mais moi je le placerais plutôt sur le côté quand même plus positif qu'un carré, oui. Même si souvent c'est dessiné en rouge sur un thème. D'accord. Et à partir de combien de degrés est-il peut-on parler de conjonction entre 10 degrés ou 15 degrés? Alors là, ce sera pour les conjonctions, c'est en fonction de chaque planète. Plus une planète est rapide, plus ce qu'on appelle le pas, l'écart, va être grand. D'accord. Plus les planètes sont lentes, plus l'écart va être petit. Ça, je pense avoir compris. Voilà. D'accord. Pardon ? Là, je pense avoir à peu près compris. Voilà. Limite, mais à peu près compris. Merci Isabelle, en tout cas pour votre témoignage et avoir eu la gentillesse de nous faire part de votre expérience. Serge, vous restez avec nous, une pause et on se retrouve dans quelques instants avec encore un ou deux SMS qui posent des questions tout à fait intéressantes. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons de l'astrologie. Ce soir, nous allons y revenir vu l'abondance des questions par SMS qui nous parviennent au 71 200. Vous le savez, vous pouvez continuer encore à nous envoyer vos questions. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace. Ensuite, vous rédigez votre question et vous nous l'envoyez et elle arrive directement sur mon écran. Je l'ai sous les yeux. Serge, astrologue amateur, est en notre compagnie. Oui. Il y a une question, alors là j'imagine que ça va être assez difficile. Vous me dites si vous pouvez apporter une réponse à peu près synthétique, sinon on passe à la suivante. La question est la suivante. Quelles sont les différentes caractéristiques grands traits des signes du zodiaque ? Alors, vous avez 4 heures devant vous, développez, je relève les copies. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est ça. Moi, je dirais à la personne qui a besoin de le savoir, à la rigueur, si cette personne-là, il y a des livres qui existent, c'est vrai, et qui sont souvent très très bien faits. À la rigueur, on pourrait en citer quelques-uns, oui, et qui, je pense, peuvent donner quand même pas mal d'idées. Oui. Vous avez des livres. Pour ma part, j'ai commencé avec tout début. Mon premier livre, c'est Comprendre votre horoscope. Le terme fait un petit peu bizarre parce qu'en fait, il parle de thème de naissance. C'est Comprendre votre horoscope de Germaine Hollet. C'était à l'époque aux éditions du Rocher. Germaine Hollet. Germaine Hollet. Hollet, vous l'écrivez. H-O-2-L-E-Y. D'accord. Comprendre votre horoscope. D'accord. Très bien, de Germaine. Il existe en 2 tomes, mais pour cette question-là, dans le premier tome, ça suffit très très bien. Alors, justement, pour prolonger cette question que nous a envoyée au 71 200 par SMS notre auditeur, quelles sont les différentes caractéristiques ou les grands traits des signes du zodiaque ? On est tous différents. Vous êtes d'accord, Serge ? Tout à fait. Complètement. Même des jumeaux qui naissent à quelques minutes d'écart sont différents l'un de l'autre. Quelque chose. Alors, les Capricornes, prenons le cas des Sagittaires ou des Capricornes. Tous les Sagittaires ne se ressemblent pas. Et pourtant, il y a des grandes lignes, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est quand même... Alors, il faut savoir deux choses. Voilà, tous les caractères, tous les Sagittaires ont des traits communs. Oui. Tous les signes ont des traits communs, il est vrai. Hein. Donc après, on pourrait, comme je dis dans les livres, les retrouver. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que ces traits communs sont dus. Alors, il faut savoir qu'est-ce que l'astrologie ? C'est pas une
c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup. Pouf, Oui. bonjour, l'astrologie existe. Oui. L'astrologie vient de l'accumulation pendant des siècles, des dizaines de siècles, l'accumulation d'observation. D'observation de personnes. Donc, on s'est aperçu que telle personne qui était née à telle période, donc qui était un Capricorne, par exemple, avait pour trait de caractère cette chose-là. Oui. On est parti de ce principe-là. Et au fur et à mesure, eh bien, on s'est aperçu, donc on a aperçu que c'était valable. C'est le principe du statistique, hein, c'est-à-dire qu'il y en a un grand nombre, on s'aperçoit que c'est valable. D'accord. Les astrologues actuellement, il y a plein d'astrologues qui travaillent sur des études à chaque fois, parce que l'astrologie n'est toujours pas fermée. Il y a toujours de nouvelles choses à aller chercher, à aller rechercher, mais ils font ça. Alors très souvent, ils font ça chez eux, en faisant les thèmes, ils parlent aux gens, ils leur disent, voilà, ils posent des questions pour se renseigner, ce qui leur permet peut-être qu'au bout de 10 ans de s'apercevoir que ce qu'ils avaient échafaudé dans leur tête, et bien tout compte fait, ça se confirme ou s'infirme. Ça se confirme ou ça s'infirme. Oui. Alors, Serge, il y a une question là qui vient d'arriver par SMS. Le signe du Scorpion. Oui. Alors, je vous lis le SMS directement. C'est pourquoi dit-on que le signe du Scorpion est le plus prestigieux? C'est Julien de Millau qui nous envoie ce SMS au 71 200. Alors, est-ce que c'est le signe le plus prestigieux ou est-ce que c'est le signe le plus dangereux? Et est-ce qu'il existe des signes bons ou mauvais? Alors, toujours pareil. Pour moi, il n'existe pas de signes bons ou mauvais. Oui. Il existe des signes, peut-être à la rigueur, pour certaines personnes qui seront un petit peu plus difficiles à vivre. Oui. Mais voilà, pourquoi le Scorpion a eu toujours ce côté-là? Le Scorpion, donc, c'est le signe de la maison 8. C'est aussi tout ce qui est c'est mourir pour renaître. C'est un petit peu ce côté-là de la mort vu du côté pur et dur de la mort, qui a fait que beaucoup de gens disent le Scorpion, attention, c'est ça qui est dur. Le Scorpion, meilleur signe entre guillemets, ou que je ne rappelle plus le terme qu'a utilisé. Oui, et le signe est le plus prestigieux. Le plus prestigieux. Oui. Je sais pas. Je veux dire que je sais pas dans quel sens on peut l'assumer comme plus prestigieux. Pour moi, tous les signes ont la même valeur. Oui. Il y a certaines conjonctions, certains signes qui ajoutés à d'autres avec certains signes qui sont un petit peu plus forts sur le thème, ainsi de suite, qui peuvent donner des personnalités un petit peu plus fortes, plus puissantes, plus réfléchies, plus ainsi de suite. Mais en fait, il n'y a pas de puissance. Voilà, il n'y a pas de bons ou de mauvais signes. De bons ou de mauvais signes, pour moi. Non, alors, on revient toujours à ça. Autre chose, quand on est, on a un signe. D'accord. Oui. On est Scorpion, on est Sagittaire, on est Capricorne, on est Balance, Verseau, que sais-je. Bien. Tout à fait. Et on a également un ascendant. Un ascendant. Voilà. Alors, à partir calculé par rapport. Oui, qui est calculé par rapport au signe, je suppose, non? Qui est calculé par rapport à l'heure de naissance. Très bien. Alors, à quoi il sert cet ascendant? Cet ascendant, donc, cet ascendant sert un petit peu à donner un petit peu la progression. Quand on est sous une influence. Oui. Je n'ai pas peut-être tous les tenants et les aboutissants au niveau de savoir quand c'est que l'ascendant a été pris en compte au niveau historique. Oui, d'accord. Je pense que c'est pas quelque chose de si vieux que ça, tout compte fait. Cet ascendant, donc, va nous donner la potentialité un petit peu de ce que nous allons devenir, nous allons passer. On va dire, c'est pour ça que ça a bien marché, entre guillemets, dans notre civilisation occidentale. Parce que, on va dire que vers l'âge de 27 ans, pour grossir le trait, en fonction des âges, c'est un petit peu avant, un petit peu après, on va ce qu'on appelle passer à son ascendant. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu plus des caractères de notre ascendant. Petit à petit, voilà, on était donc, par exemple, Capricorne et on va passer en Sagittaire. Et bien, vers l'âge de 27 ans, on va avoir les caractéristiques du Sagittaire qui vont s'affirmer un petit peu plus. Elles vont pas prendre le dessus, mais
mais elles vont s'affirmer un petit peu plus. Petit à petit, on va les voir s'affirmer depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Ouais. Voilà. Sauf, bien sûr, si, à l'intérieur du thème, l'ascendant n'est pas très fort, tout comme c'est ce qu'on appelle pas très fort, c'est-à-dire qu'il a il a pas de planète avec lui, là il y a plein de choses qui font que voilà. En fait, chaque thème astral, et c'est plutôt rassurant, est comme chaque être humain unique. Je pense qu'il est unique. Pour ma part, je ne peux pas dire que l'affirmer à 100%. Mm-hmm. Faudrait que deux personnes soient nées le même jour, à la même heure, au même endroit. Oui, exact. Oui. Le même jour, le même heure, au même endroit. Mm-hmm. Là, on aura deux thèmes identiques. Ah oui, c'est vrai. Donc ils auront des cycles qui seront parallèles, en fait, à ces gens-là. Oui, c'est le bon vieux... quelque chose qui se dit très souvent parmi les astrologues, c'est que deux personnes qui sont nées au même endroit, dans un château par exemple, deux personnes qui sont nées au même endroit, à la même heure, au même jour, ont dans leur thème un destin fabuleux qui les attend. Ils prennent la suite de leurs parents et ils vont gagner de l'argent. Ah, c'est pas mal ça. C'est bien. Ah oui, c'est pas mal. La seule différence, c'est que l'un était le fils du roi et l'autre était le fils du valet de chambre. Ah oui, c'est moins bien. Voilà, mais ils vont tous les deux prendre la suite de leurs parents. Oui. Et ils vont tous les deux sûrement gagner de l'argent. Mais en proportion, chacun de chacun à leur niveau. Ouais. Et enfin, dernière question, parce que là, il nous reste juste 2 petites minutes. Serge, quand on lit tous les horoscopes qu'il y a dans les journaux, c'est de la daube, c'est de la merde, c'est bien ou c'est nul? Je dirais pas que c'est bien. Je veux dire que c'est amusant. Ça peut faire passer du temps aux gens. Ouais. Voilà, ça ne peut être pris que sur le fait de l'amusement. Mm-hmm. On peut, comme on disait, même si on le met en 36 morceaux, si on divise la planète en 36 morceaux, l'humanité en 36 morceaux, on peut pas. Donc, chaque personne voilà. En fait, on prend les caractéristiques du soleil comment c'est fait, on prend les caractéristiques du soleil pour chaque signe à ce moment, ce jour-là. Donc voilà, c'est une partie. Il y a 12 planètes, plus tout ce qu'il y a, 12 planètes, 12 signes, 12 maisons. Vous faites la multiplication de tout ça, et 12 fois 12 fois 12. Et vous voyez un petit peu toutes les potentialités, alors que là, on en utilise une. Oui, donc, d'accord, on a bien compris. Très bien. Merci beaucoup, Serge, en tout cas, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, et bonne fin de soirée. Merci. À bientôt. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Notre émission se termine et merci à toute l'équipe qui m'aide à la réaliser. Mathieu derrière les manettes, Pierre Massias derrière les bouquins et la documentation, Morad derrière le standard. Samedi prochain, nous parlerons d'OVNI avec un invité prestigieux. Nous parlerons donc d'un nouveau livre qui va sortir en vous réservant quelques surprises. Dimanche, vos témoignages durant 2 heures. D'ailleurs, en parlant de témoignages, je suis à la recherche de témoignages concernant des personnes qui auraient vécu ou qui vivent dans des maisons hantées ou qui ont vécu des phénomènes relatifs aux fantômes. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour nous laisser un message sur votre boîte vocale. Rapidement, vous pouvez réécouter l'émission sur sudradio.fr et la télécharger en podcast et réécouter cette émission dès demain sur votre MP3 favori ou sur votre PC, sur votre ordinateur. Passez une bonne soirée, merci de nous avoir été fidèles et évidemment rendez-vous samedi et dimanche prochain.